On commence, c'est parti. Donc, un build pour gagner, c'est le Kylo Ren Tarkinton. Et on va essayer de comprendre un petit peu l'ensemble de ses choix. Pourquoi Kylo Ren et pourquoi Tarkinton et pourquoi l'association des deux. Tu vois, il y a un peu le choix de la base, un peu le choix du leader. Déjà ça, c'est des choix à part entière. Mais ensuite, l'association des deux, pourquoi c'est giga fort. On va le comprendre tout de suite. Déjà, on regarde un peu une vision d'ensemble de ce deck. On a quand même une majorité d'améliorations, ça apparaît un peu évident, pas beaucoup d'unités, surtout des unités de tour 1. L'unité la plus forte, c'est Anakin Skywalker qui coûte 6, et c'est la seule unité qui coûte 6. L'unité juste en dessous, c'est Lone Pike. Donc vraiment, après, derrière, on a que des unités qui coûtent 2 ou 1, en la présence de Witch of the Mist, Amiral Moti, Karis, Mix Mayfield et Secretive Sage. Et on va voir que malgré cette absence d'unité sur le terrain, enfin, absence d'unité forte, performante, des trucs avec des stats monstrueuses et tout, bah on va voir que ça marche en fait extrêmement bien dans leur mécanique, là, dans ce qu'ils ont trouvé pour ce build. C'est fonctionnel en fait, c'est juste fonctionnel. Alors c'est fonctionnel dans le cas du Galactique, c'est ce que disait Guillaume. On va aller regarder tout ça en détail et on regardera une vue d'ensemble un peu plus tard avec une image un petit peu plus grosse, donc ne faites pas, on va regarder tout ça. Déjà, je pense que leur méthode de build et leur choix s'est dirigé en se posant d'abord une première question, c'est on va analyser la méta, on va essayer de comprendre la méta du moment et la méta qu'il y aura au Galactique. On va essayer de se projeter comme ça sur la méta du Galactique et ensuite on va essayer de la contrer. La première chose qui ressort dans la méta, qui était censée d'ailleurs et qui a été effective pendant le Galactique, ils ne se sont pas trompés dans leur analyse, à mon avis, ça s'est passé comme ça, c'est Han Solo du set 2. Han Solo 2 qui est surperformant dans le set actuel, ou en tout cas au début de ce set, parce que il donne énormément de valeur à des cartes qui ont le trait force maintenant, qui ne sont plus sous-statées par rapport aux unités précédentes qui leur permettaient, enfin qui avaient le trait force mais qui avaient des stats un peu inférieures à l'ensemble des cartes. Et du coup ça ne fait que alimenter la puissance de Han Solo, même si lui-même n'est pas force. Il va jouer tellement d'unités force et tellement de combos avec la force qui lui donne tellement de force, justement la force de la puissance de deck, que vraiment ça a énormément aidé ce Han Solo 2 qui jouait, qui était déjà très très bien au 7-4. Et c'est venu le renforcer finalement. C'est venu le renforcer. Donc on est au courant, Han Solo, que ce soit en bleu, que ce soit en vert, c'est fort. Donc il faut le prendre en compte et il faut trouver un build qui va contrer ce Han Solo. Parce que je pense qu'au Galactique, on peut se douter qu'on va affronter des Han Solo finalement. Et c'est ce qui est arrivé. Il y avait 300 Han Solo au jour 1. Et il y avait, je me souviens plus, mais au jour 2, une bonne proportion également, 23% de deck du jour 2 étaient des Han Solo. Donc voilà, le calcul est bon. C'est clairement le leader qui a été le plus joué. Pardon, c'était 23% de Han Solo bleu. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi les Han Solo verts. Et donc l'addition fait que c'est clairement Han Solo qui a été le plus joué. Bref, est-ce que... surtout n'hésite pas Guillaume si tu veux rajouter quelque chose à ce que je suis en train de dire. Non, non, c'est ça, c'est que bon, tout le monde savait, et eux forcément, que le leader le plus présent, ce serait lui. On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, et donc il a été décidé de build un deck autour de ça. Typiquement, je pense que si on considérait qu'il n'y avait aucun Han Solo qui serait venu, mais qu'un autre leader aurait été le leader favori, probablement qu'ils auraient construit soit pas Kylo Ren, soit un autre build autour de Kylo. Mais effectivement, c'était un élément très très important à prendre en compte. C'était le fait que tout à l'heure on affrontait beaucoup et que autant tu peux toujours espérer aller loin sans affronter trop de decks hyper aggro, sans affronter trop de decks très contrôle, ou voilà, en tout cas, espérer éviter les match-ups défavorables. Autant Han Solo, c'est garanti que tu vas l'affronter, que tu vas l'affronter plusieurs fois, et que si Han Solo est pour toi un match-up défavorable, et ben les Galactiques sont foutus. Ouais, Ça, c'est clair, c'est certain. c'était évident. Ça avait l'air évident en tout cas. Une autre carte qui a été évidente qu'elle allait prendre en valeur au début du 7-5, on le savait déjà avant même la sortie du 7, et c'est complètement confirmé, déjà ça s'est confirmé juste avant le Galactique, mais pendant le Galactique c'était évident,
C'est probablement une des cartes les plus présentes, en fait, tout simplement. Ça doit être même la carte qui est la plus présente dans les decks de Très tout probablement. galactique confondu, puisque le fait qu'elle n'ait pas d'affinité héroïsme ou infamie fait qu'elle peut se retrouver dans tous les decks rouges à quelques exceptions, exceptions près, j'arrive plus à parler, des decks rouges mais qui ne jouent pas la force, donc qui jouent pas les unités force. Je pense par exemple à Kazuda qui pourrait jouer en rouge, ou Kazuda Tarkington, ou il y avait Han Solo 7-4 Tarkington par exemple, enfin ce genre de deck pilote. Des decks un peu Voilà. particuliers quand même. Mais des decks, oui, orientés dans une thématique particulière, mais du coup qui n'exploitaient pas la force. Donc projection de force, c'est une carte qui pose problème à pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça doit être une carte que c'est une carte qui doit être ban, tellement elle est présente aujourd'hui dans les decks. On donnera notre avis, on parlera de projection de force et de ce débat de est-ce que ça doit être ban, pas ban, est-ce que c'est vraiment fort, pas fort. Moi, je vous propose qu'on fasse une vidéo consacrée à ça. Là, aujourd'hui, c'est juste pour dire que la méta présentait cette carte. C'est clair, il fallait la prendre en compte. C'est une carte extrêmement importante de ce set. Et en tout cas, du Galactique, puisqu'elle n'était pas ban avant. Oui, oui, tout à fait. Il fallait réagir face à ça. Et en extrapolant un tout petit peu, en allant encore un peu plus loin par rapport à projection de force qu'il fallait absolument prendre en compte, c'est le trait force. Le trait force et le jeton force. Le 7-5 a amené cette mécanique du jeton force et essayer de le gagner, etc., avec des unités force qui doivent attaquer, etc. Ça, il fallait aussi le prendre en compte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un certain nombre de decks du 7-4, notamment Dark Vador en jaune, ont été aussi surprésents. C'est que un moyen de contrer le jeton force, c'était de se mettre dans l'espace et d'aller au maximum dans l'espace, parce que le jeton force, pour le générer, tu dois attaquer avec une unité force qui a le trait force, et donc c'est forcément terrestre. Et donc la majorité des decks qui jouent autour de la force vont être terrestres, et quelque part, si t'es full terrestre, tu peux pas aller contrer ce qui se passe dans l'espace. Donc un deck agressif dans l'espace pouvait passer face à des decks comme Han Solo, bleu par exemple, qui exploite la force, ou Han Solo vert, etc. T'allais rajouter quelque chose, je crois? Non, c'est qu'il y avait effectivement, il fallait être capable de réagir face à projection de force, mais plus que ça, il fallait être capable d'empêcher l'adversaire de générer la force. On voit que c'est un très gros souci pour Han Solo, et aussi surtout un très gros souci pour Mertalzin, peut-être encore plus, quand elle n'a pas la possibilité de générer la force parce que les unités sont gérées très très vite, ou en tout cas avant d'attaquer. Donc effectivement, voilà, l'analyse de la méta, c'était ça, c'était Han Solo plus le fait de devoir tourner autour de projection de force et du jeton. Et ça, évidemment, vous allez le voir, c'est des choses que fait très bien ce deck-là. Exactement. Du coup, ensuite, le choix du leader par rapport à ça, ils se sont tournés vers Kylo Ren, vers le Kylo Ren du 7-5. Donc, c'est une unité qui a le très force, au passage. C'est quand même à prendre en compte. Mais il a une action un petit peu particulière, il a une gestion un petit peu particulière. On a estimé de toute façon que ça allait être fort. On avait fait juste avant les Galactiques, une estimation des decks les plus forts, et on avait mis Kylo Ren avec les mauvaises bases, puisque au final c'est Tarkington qui s'est retrouvé être le plus performant. On n'avait pas connaissance du deck Tarkington. Ils sont venus en surprise. Ils ont surpris tout le monde avec leur Tarkington, Kylo Ren. Mais il y avait quand même deux versions de Kylo Ren qui fonctionnaient déjà très très bien, avec ECL et avec Datavolt. Donc de toute façon, Kylo Ren, déjà, c'est plutôt un bon leader, plutôt un leader performant. Il profite, mine de rien, de ses couleurs, qui sont le bleu Villainy, le Vigilance Villainy, et on le sait, il y a quand même des cartes extrêmement fortes dans le bleu Villainy, notamment, je pense à Power of the Dark Side. Déjà, tu sais que quand t'es dans bleu Villainy, tu mets Power of the Dark Side 3 fois dans ton deck, quelle que soit ta manière de le jouer, même si c'est avec Tarkington derrière, donc quelque chose de plus agressif, tu vas de toute façon jouer cette carte, qui était une des cartes les plus jouées du 7-4, pendant la méta du 7-4, c'était une des cartes les plus jouées, voire la plus jouée, je crois. Donc c'est clairement pas une carte négligeable, et Kylo Ren déjà de base te donne cette carte qui est quand même extrêmement puissante. Alors qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça sur le Kylo Ren? Oui, en fait je sais plus quelle est la slide suivante. Du coup ok, oui, Kylo Ren. Pourquoi ils choisissent Kylo Ren aussi? Probablement pour le petit effet épée de Damoclès. Attends, qu'est-ce que j'ai fait?
Désolé, j'arrive, Non, pas le temps. je regarde la suite parce que je sais plus ce que j'ai fait. Une épée de Normalement, il y a le leader déployé Damoclès. là. Ah oui, non, parce que là, dans cette slide, excusez-moi, pardonnez-moi, dans cette slide, je voulais aussi parler de la capacité de Kylo Ren. Avant de Ouais. faire l'effet de déploiement, euh, il a une capacité qui est quand même assez particulière, et avant même de parler de sa capacité, qui concerne les améliorations, justement, ça concerne les améliorations, et donc les améliorations, je veux qu'on en parle un peu avant. Les améliorations, c'est un peu particulier. Il y avait deux types après le 7.4, depuis la sortie du 7.4, il y a deux types d'améliorations. Il y a les améliorations que l'on connaît depuis le début du jeu, qui sont des améliorations d'upgrade de statistiques, avec éventuellement des effets, une fois joués, ou effets en attaque, que l'on vient poser derrière une unité et qui rapportent des stats, voilà, booste notre unité, etc. Et ensuite, il est apparu au 7.4 les améliorations pilotes, donc des cartes qui peuvent être jouées dans le terrestre en tant qu'unité ou en tant qu'amélioration, pareil pour booster des véhicules, etc. Donc là, c'était particulièrement pour booster des véhicules, hein, tu peux pas le mettre sur n'importe quoi, le pilote, mais en gros, c'est un peu le même principe. Le gros danger, la grosse faiblesse des améliorations, même si ça vient énormément booster une unité, donner des effets en attaque, etc., ça peut être extrêmement dangereux, ça peut aussi être très dangereux pour celui qui la joue. Je vous explique pourquoi, enfin mon avis. Imaginons un combo extrêmement fort qui est très connu, qu'on aime tous jouer à partir du moment où le 7-5 est arrivé, on s'est dit, putain, un combo trop fort, c'est jouer Gunji T1, puis lui mettre général, le sable de général. Donc Gunji, c'est une 2-5, et au tour à 2 ressources, pour 3 ressources, au tour 2, pardon, à 3 ressources, on va mettre General's Blade, on va mettre le sable de général, qui coûte 3 et qui se met sur Gunji. Donc là, on se retrouve avec une 5-8 sur le board, qui en plus en attaque, vu que c'est une unité de Jedi, elle va réduire le coût de la prochaine unité qu'on joue. Vraiment, le combo, quand il fonctionne, c'est redoutable. On va mettre 5 au tour 2 dans la base, et en plus, on va même pouvoir rejouer une unité de tour 1, voire jouer ensuite, au prochain tour, une unité de tour à 2 ressources de plus. Donc, limite, une unité qui coûte 6. Ça a l'air, sur le papier, c'est monstrueux. Il y a une énorme C'était. faiblesse à ça. Oui, vas-y, vas-y. Non, non, forcément, c'était un très très bon combo. C'était un très très bon combo, mais il avait ses faiblesses que tu vas expliquer. Oui, oui, la faiblesse évidente, bah, notamment, on l'a cité juste avant, c'est Power of the Dark Side. Mais c'est vrai avec n'importe quelle autre gestion hein, d'unité. Je pose Power of the Dark Side au deuxième tour. Quand t'as mis ton Gunji puis tu lui as mis un General's Blade, je fais Power of the Dark Side. Ça dégage. Donc là, tu n'as plus de T1, tu n'as plus de T2 puisque tu viens de consommer tes 3 ressources. Et donc ton unité qui est surboostée aux hormones, ça dégage avec juste une carte qui coûte 3. Donc ça, déjà, c'est très dangereux. Euh, c'est euh, c'est ce qu'on appelle faire un all-in en général quand tu mets une unité, une amélioration sur une unité, quand tu prends du temps pour améliorer une unité, et donc tu n'as pas fait son effet d'attaque, tu n'as pas fait autre chose de plus qui a de plus grande valeur, genre swarm le board ou des trucs comme ça, ou gérer le board de l'adversaire. Tu prends du temps à ne rien faire, tu consommes tes ressources et tu ne fais rien, et derrière, si ton unité est gérée, alors t'as limite perdu la partie. Parce que t'as perdu 2 tours, tu ne fais aucun dégât, tu n'as pas pris de présence sur le board, tu l'as même perdu assez facilement. Et en plus, tu as un désavantage de cartes, c'est-à-dire que pour avoir une unité intéressante, il faut consommer 2 cartes. Et ça, on le verra, c'est un gros souci. T'as parfaitement raison. T'as parfaitement raison. C'est aussi pour ça que c'est très dangereux. C'est que quand j'ai utilisé Power of the Dark Side pour enlever un Gunji qui a un General's Blade, j'ai utilisé une carte pour en éliminer 2. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est un énorme point faible des améliorations. Voilà, Et, voilà ce que je voulais rappeler. Oui. ouais. Et donc, pour le coup, Kylo Ren, pour embrayer sur lui, il résout en partie ce problème-là, puisque justement, il va permettre de récupérer les cartes, les améliorations qu'on aurait perdues, et il va même vouloir le faire, parce que ça va être son intérêt d'avoir des améliorations dans sa défausse. Donc je te laisse faire pour le concept de piocher, de gestion de... Ouais. Parce que du coup, ce qu'on voyait là avec la méta et ce que font les très bons joueurs, c'est qu'en fait, il y a deux gestions dans Star Wars Unlimited maintenant. Tu as la gestion du board, voilà, avoir plus d'unités, de meilleures unités, etc. Et il y a aussi la gestion de sa main et de la main adverse, d'avoir vraiment un carte advantage parce qu'on pioche plus ou parce qu'on fait défausser l'adversaire. En tout cas, avoir plus de cartes en main et avoir plus de cartes en main, jusqu'à même éventuellement faire en sorte que l'adversaire n'ait plus aucune carte,
est assez extrêmement fort. C'est quasiment tout aussi important que la gestion du board terrestre ou spatial. Ouais, c'est tout à fait juste. Ça a pris une énorme dimension, ce card advantage, ce card dans les mains, j'utilise une carte pour en gérer deux. C'était un peu moins présent, ou en tout cas, on le ressentait un peu moins au début du jeu. C'est de plus en plus important, et là, sur ce set-là, t'as totalement raison, c'est une des priorités même. Notamment, Ouais, vas-y. notamment pour moi, pour deux raisons. Pourquoi c'est devenu encore plus important à ce set-là que au set précédent. Pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des decks qu'on va affronter ont Force Throw, ou on l'a nous-mêmes. Donc ça permet, en plus d'éventuellement gérer une unité, ou en tout cas de faire des dégâts, ça permet déjà de faire défausser l'adversaire. Donc déjà juste ça, c'est intéressant. Et en plus, avec l'arrivée aussi pour les decks Force et Héroïsme de Ki-Adi-Mundi, qui permettent d'un coup de piocher deux cartes en mettant quand même une créature sur le board. Et donc ça, c'est une carte qui est très très intéressante et qui permet de prendre un très bel avantage de pioche de cartes. Oui. Donc, les deux cumulés, si on ne sait pas répondre à ça, on peut, avec le deck le plus courant, qui est donc Anne Force, en bleu, mais bon, même en vert, ça ne changeait pas grand-chose, on pouvait se retrouver en l'espace d'un tour ou deux, avoir un désavantage de 3 cartes par rapport à l'adversaire, avec d'un côté un Force Throw, de l'autre côté la pioche de Ki-Adi. Et ça, si on n'est pas capable de répondre à un désavantage de 3 cartes, c'est vraiment game over ensuite. Tu ne peux pas te remettre contre un bon joueur. Un bon joueur qui pioche beaucoup, il ne peut plus perdre. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Donc pour revenir sur la capacité de Kylo Ren maintenant, donc son action c'est de s'incliner, de défausser une carte de notre main. Voilà, point barre. Ensuite, s'il s'agit d'une amélioration, alors on repioche une carte. Et l'autre capacité dont on va évoquer la puissance tout à l'heure, c'est son déploiement. Une fois qu'il se déploie à cette ressource, on a la possibilité pendant le déploiement de jouer des améliorations qui sont dans notre défausse, en payant leur coût. Hein, ça coûte le coût de gestion, de jouabilité de la carte, je sais plus comment le dire, mais bref, le coût de la carte, ça coûte le coût de la carte, en payant les pénalités s'il y a des pénalités, etc. Hein. Bref, c'est comme si vous jouiez de votre main les améliorations, mais sauf qu'on va pouvoir en jouer plusieurs, celles qui sont dans la défausse. Cette capacité en tant que leader, pour revenir à sa capacité de défausser une carte de ma main, et si c'est une amélioration, je pioche une carte, ça atténue énormément, ou plutôt ça donne une valeur gigantesque aux améliorations. Surtout dans la main de Kylo Ren, c'est monstrueux. Déjà, ça lui permet premier avantage, de cycler le deck. J'ai une amélioration dans ma main, ce n'est pas une carte morte, même si j'ai pas d'unité sur le board. C'est une carte qui va me permettre de repiocher une carte. Je la mets en défausse, et je pioche une carte. Quelque part, c'est quand même une chance de repiocher quelque chose d'utile pendant le tour. Imaginons, je n'ai pas, justement, admettons Force Throw, j'aurais besoin de Force Throw pendant ce tour-là, quelque part, mettre mon amélioration dans ma défausse et piocher une carte, il y a des chances que je pioche un Force Throw. Bref, ça fait cycler le deck, c'est très très fort. Deuxième point positif, c'est que tu atténues l'effet all-in en renforçant une carte. Si je joue mon amélioration sur une unité, je sais pas, je joue sur Caris, je joue le sabre laser déchu, on se retrouve dans la situation de Gunji avec son General's Blade, hein, globalement. Là, quand mon adversaire élimine mon unité, mon amélioration va dans ma défausse. Et c'est exactement ce qu'on veut avec Kylo Ren aussi, parce qu'au moment de son déploiement, on pourra réutiliser le sabre. Donc c'est une carte qui, certes, j'ai pu mon unité améliorer, mais de toute façon, l'amélioration, elle n'est pas perdue pour toujours. Elle va être réutilisée plus tard. Donc quelque part, ça me permet d'être beaucoup plus serein sur mon utilisation des améliorations sur mes unités, qui reste une grosse menace si jamais c'est pas géré par l'adversaire. Et si c'est géré par l'adversaire, lui, ça lui a coûté une carte, mais quelque part, ça ne t'a défaussé qu'une seule carte, puisque l'autre, elle sera utile plus tard, potentiellement. Et ça, c'est vraiment un effet très très important et très très puissant de Kylo Ren. Et donc, on en vient à la troisième utilisation, c'est-à-dire, enfin, c'est concomitant à la deuxième, c'est-à-dire l'amélioration. Une fois qu'elle est dans la défausse, c'est pas une carte morte, c'est toujours pas une carte morte. Normalement, ta défausse, de toute façon, c'est des cartes mortes, à moins d'avoir des effets comme, par exemple, Palpatine's Return, qui permet d'aller jouer des unités qui sont dans notre défausse. Là, c'est Kylo Ren, lui, littéralement, au moment de son déploiement, tu vas pouvoir prendre ta défausse, c'est une extension de ta main, quelque part. T'as tes cartes dans ta main que
que t'as repioché, etc., parce que t'as défaussé des sabres, et en fait, un peu comme l'effet de contrebande, bah t'as des fausses qui est tout à fait utile. Tout ce qui est dans ta défausse en tant qu'amélioration est potentiellement utile pour ton tour de déploiement. C'est juste monstrueux, ça donne 3 vies finalement à notre amélioration au lieu de une qui est un peu risquée. C'est monumental. Donc déjà, voilà un peu la grosse force de Kylo Ren et pourquoi ça a été si puissant, et même finalement, on peut le constater aujourd'hui, dans 3 couleurs, enfin dans 3 bases différentes. Dans la base DataVolt, dans la base OCL, et donc dans la base Tarkinton, c'est ce qu'on est en train de voir. Si jamais t'as un truc à dire, vas-y Guillaume, moi j'ai fini pour la capacité. Ça va ensuite. Le problème qu'on avait dit avec les améliorations, c'est que ça nous coûte plus de cartes que juste jouer une carte plus forte. Donc c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est le temps que ça met. Il faut poser une unité, puis poser une amélioration, et ensuite, une fois que l'unité est redressée, on pourra attaquer et faire beaucoup de dégâts. Donc en plus du problème de mettre tous ses œufs dans le même panier, on a en plus de ça un problème de tempo avec les améliorations. Alors, qui peut être effectivement un peu contrebalancé par le fait qu'à un tour, on met une unité qui du coup arrive engagée, et que lorsqu'elle n'est plus inclinée au début du tour suivant, on peut à ce moment-là mettre une amélioration, et ensuite on pourra attaquer, mais même ça fait déjà 2 actions, donc ça donne déjà 2 possibilités à l'adversaire de réagir avant s'il a l'initiative, ou au moins une opportunité de réagir. Et donc le problème de tempo est un très très gros souci aussi sur les améliorations, que ce soit pilote ou sabre laser ou n'importe quoi. Et c'est pour ça que Kylo, en se déployant, il permet de résoudre ça, parce que il va d'un coup mettre toutes ses améliorations. Donc au tour où on déploie le leader, on a d'un coup une unité qui va arriver surboostée et qui va elle-même faire ses effets. Et donc le gain de tempo est aussi extrêmement important. Donc Kylo Ren, vraiment par son effet quand il n'est pas déployé et son effet une fois qu'il se déploie, permet de résoudre d'un coup quasiment tous les soucis des améliorations. Et on voit d'ailleurs, alors c'est pas dans Kylo, c'est plutôt dans Kunlan ou en Cad Bane, hein, donc autour de la ruse, on joue pas mal d'améliorations, mais ce sont quasiment tout le temps des améliorations qui permettent d'attaquer immédiatement. Ouais. Elles donnent un boost de stats et en plus elles permettent d'attaquer immédiatement, qui résout le problème de tempo, parce que pour le coup ce sont des decks qui sont beaucoup plus agressifs et qui vont vouloir chercher à mettre beaucoup de dégâts vite, généralement dans la base. Donc en tout cas, les améliorations qui règlent le problème d'un tempo sont extrêmement intéressantes, et c'est d'une façon générale plutôt ces améliorations-là qui sont jouées. Et Kylo Ren, il permet naturellement de régler ça. Voilà vraiment la force complète du leader, hein. Il résout les problèmes de main, il permet d'avoir un card advantage sur l'adversaire, il permet d'utiliser plusieurs fois la même carte, et il permet en plus, en se déployant, de gagner énormément de tempo, et ça va être la slide d'après sur la puissance. Ouais, justement, on y va, c'est très très juste ce que tu as dit, et donc on passe au 3e point important de Kylo Ren du 7-5, c'est qu'il pose une épée de Damoclès juste au-dessus de votre gueule. Vraiment, littéralement, elle est là, elle est prête à s'effondrer, et prête à effondrer ta base finalement. L'idée derrière Kylo Ren, donc, c'est au moment de son déploiement, et c'est aussi pour ça que ça l'a rendu très présent, très fort, c'est que en posant toutes ces améliorations, il y a évidemment des améliorations qui permettent d'attaquer quand elles sont attachées à l'unité, et on va le voir, et c'est extrêmement puissant. Donc Kylo Ren, on se rappelle, quand il se déploie, donc c'est quand même pour 7 ressources, donc c'est pas un peu tard, mais c'est parce que 7 ça reste quand même ok. 5, 6 ressources, c'est 5 ressources en général pour tout le monde. 6 ressources quand le leader a vraiment un effet, quand il se déploie et tout, qui est important. Et au-delà de ça, on a Palpatine qui se déploie à 8, mais son effet est tellement puissant qu'il est encore présent dans le jeu, parce que c'est vraiment aussi, là aussi, une pression très importante. Kylo Ren, lui, se déploie à 7, donc c'est la range où c'est un petit peu compliqué. Les leaders qui se déploient à 7 n'existent pas vraiment. Mace Windu, ça n'existe pas vraiment. Le Dark Vador du 7-1, ça n'existe pas vraiment. Vous voyez, c'est les leaders un petit peu compliqués à jouer quand ça sort à 7 ressources. Et je parle des leaders les plus forts là, je pense, enfin non, Mace Windu peut-être pas, mais je vois même pas d'autres leaders qui se déploient à 7. Qui se déploie à 7 qui est dans la méta là? Il y a personne. C'est vraiment Yoda un peu, enfin, qui est pas méta, mais Yoda, c'est vrai, il y a Yoda. C'est vrai, il y a Yoda. Bien vu. J'avais oublié Yoda. Il est pas non plus top méta, Yoda, hein. On voit Non, mais tu vois, j'ai évoqué, ils sont capables de performer, mais bon. Non, mais j'ai évoqué Mace Windu, c'est plutôt Yoda, il faut parler de Yoda. Yoda, c'est fort, mais c'est pas si évident que ça à jouer. Bref, voilà.
le drop cette ressource, il est compliqué. Kylo Ren, lui, il va l'exploiter énormément. Il veut même potentiellement aller encore un peu plus loin avant de se déployer pour que cette épée de Damoclès, elle ne fasse que grossir et au bout d'un moment, ça te one-shot. Donc, on va faire le tour un petit peu des améliorations qui sont dans le deck. On a détermination héroïque, l'unité attachée gagne, donc déjà gagne +1/+1, mais surtout gagne une action de payer 2 pour éliminer la détermination héroïque dessus et donc faire +4 en attaque. Bon, ça veut... pour le coup, c'est jamais joué dans le cadre de Kylo. Bah ça pourrait, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais c'est un potentiel. Ça pourrait, oui, ça pourrait si on considère que quand tu poses Kylo, tu vas avoir un tour ensuite après. Là, tu pourrais l'utiliser. Mais bon, d'une façon générale, quand tu poses Kylo, c'est pas pour, ou en tout cas dans le cadre du Galactique là, c'est pas pour faire un tour ensuite. Non, mais tu pourrais avoir... oui, il se trouve que tu préfères le faire autrement, mais on a vu que des fois, certaines cartes qu'on va voir juste après ne sont pas forcément présentes dans la défausse, et donc si jamais ta détermination héroïque, ça reste quand même une carte qui est pas mal, tu vois, qui pourra toujours faire un +4 en attaque. Enfin, à un moment donné, ça reste quand même extrêmement menaçant. L'idée derrière des déterminations héroïques, c'est aussi le côté héroïsme. Et on va en parler un peu après. Ok, on en parlera avec une autre carte, mais retenez que détermination héroïque est quand même une carte héroïsme, se retrouve quand même dans ce deck. C'est même surtout pour ça qu'elle est là. C'est pas tant pour l'amélioration. Oui, c'est vrai. Tout à fait raison. Holocron-Sith, donc c'est une amélioration qui coûte pas très cher, qui donne +1/+1, mais en attaque, on va pouvoir infliger 2 de dégâts à une unité amie, et dans ce cas, on attaque avec +2 de force. Alors là, de puissance, c'est vraiment la meilleure amélioration possible, limite, dans ce genre de deck, parce que dans Kylo Ren, parce que tu vas pour 1 pouvoir mettre une amélioration qui va te donner +3 de puissance. C'est monstrueux. Puisque l'effet est en attaque, tu vas pouvoir peut-être mettre 2 de dégâts sur une unité à côté, mais tu peux le faire aussi sur toi-même. Donc Kylo Ren, quand on va déclencher son attaque, il va avoir facilement +3 de puissance, c'est énorme. Comment ? C'est pas du tout un souci de s'abîmer son Kylo Ren. Donc ce sera même fait systématiquement. Donc ça permet pour 1 d'avoir +3 en attaque. Et donc c'est pour ça que c'est une des améliorations phares de Kylo. Avec en plus l'intérêt, contrairement à d'autres améliorations, de ne pas être une amélioration unique. Donc si on a les 3 dans la défausse, pour 3, on peut faire +9 de dégâts. Ouais. Bon, on prend 6 en retour, ça va commencer à être un peu beaucoup. Mais en tout cas, sur le principe, c'est possible. Imaginons que tu déploies cette ressource. T'as consommé que 3 sur 7, il te reste 4 ressources pour mettre d'autres choses. Enfin, et on verra ce qu'il y a derrière. Donc oui, c'est vraiment une amélioration phare. Et on verra en plus, comme détermination héroïque, on verra dans la partie combo qu'elle est encore plus intéressante que ce qu'on pense. Ouais. On a la compétence d'infiltrateur également. Je sais pas en combien d'exemplaires, j'ai pas mis le nombre d'exemplaires, mais... Alors, je vais donner de tête. Détermination héroïque et Holocron-Sith, ils sont en 3 exemplaires. En 3, ouais. Et tous les autres sont en 2 exemplaires. D'accord, ok, magnifique. Merci beaucoup. Donc, compétence d'infiltrateur qui est posée 2 fois dans le deck. Alors, c'est un +1/+1 pour 1, donc ça reste quand même quelque chose qui se met bien sur Kylo Ren. Imaginons que tu as mis les 3 Holocron-Sith, tu vas aussi mettre les 2 compétences d'infiltrateur, tout ça pour 5, donc ça reste quand même des bonus en plus. Mais c'est surtout pour sa capacité saboteur que l'on garde, cette carte, et notamment, à mon avis, pour se contrer soi-même, pour contrer Kylo Ren, je veux dire. Il n'y a pas énormément de sentinelles, enfin, t'as quand même Shiru Timwe et Obi-Wan Kenobi qui sont des sentinelles très très fortes qui sont sorties au 7/5. Mais en soi, il n'y a pas beaucoup de sentinelles en face. Kylo Ren est un leader puissant, et donc compétence d'infiltrateur permet aussi de contrer Kylo Ren. Si on l'a en face de nous et il s'est déployé, c'est une sentinelle, donc on va pouvoir contourner ça. De pas être bloqué par une petite sentinelle adverse. Ouais, ce serait dommage de taper à 12 dans une sentinelle de 2 shieldés. Et d'ailleurs, de mémoire, dans les games du Galactique qu'on a vu avec Kylo, il me semble pas avoir trop vu la carte être jouée au moment du déploiement. Je l'ai pas vu. Parce qu'il n'y avait pas de sentinelle en face, donc sans que ça, voilà. C'est vrai. On l'a pas trop vu jouer. Je sais même pas en fait si elle a été piochée dans les games où c'était. Ça a dû arriver. Ça a dû arriver, mais ça permet de se prémunir contre une petite sentinelle, parce qu'évidemment, faire contrer complètement la sortie du leader, parce qu'en face, il y a une petite sentinelle, tu vois, s'il y a un village protecteur en face et que tu peux pas sortir ton leader à cause de ça, t'es un peu déçu quand même. T'es quand même un peu déçu, c'est sûr. Ensuite,
réflexe instantané. Alors, réflexe instantané qui est probablement une des améliorations clés dans ce deck-là, puisque c'est l'amélioration qui, une fois que tu la poses en dernier, tu vas pouvoir attaquer avec. Hein. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. Donc là, elle est off-color, hein, elle va coûter 3, mais je crois que pour 3, une fois que tu as bien boosté ton Kylo Ren et que tu attaques instantanément au déploiement, c'est justement toute la clé, c'est toute l'épée de Damoclès en fait, hein, c'est tout le principe de l'épée de Damoclès, c'est que en fait t'as peut-être dans la défausse le létal. Donc le déploiement de Kylo Ren peut être ta manière de finir la partie, tout repose sur sur ce réflexe instantané quasiment. Cet effet de surprise de je déploie et ouais. Exactement, on peut dire que c'est la meilleure amélioration du deck de Kylo parce que c'est la seule amélioration obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne peux pas attaquer immédiatement avec Kylo, même s'il arrive forcément, il arrive redressé, c'est un leader, si tu peux pas attaquer directement avec, c'est-à-dire que tu laisses une possibilité à l'adversaire de réagir, et ça peut te coûter la game très clairement, parce que Kylo, même si c'est un leader, il reste quand même sensible au removal potentiel, hein, donc Rival's Fall ou en tout cas les removals qui peuvent taper les leaders, hein, il va être sensible à ça. Donc c'est très très important d'avoir réflexe instantané pour justement casser ça et attaquer instantanément. Et c'est ça surtout qui participe au côté épée de Damoclès, hein, parce qu'il y a un moment, on le voyait déjà lors de la finale ou de la demi-finale, l'adversaire il passe son temps à regarder ce que tu as dans ta défausse et à compter. Et ça arrivait régulièrement, et je me demande même si la finale finit pas. Non, parce que la finale il la perd, mais en tout cas, il concède quand il voit que la sortie du leader, la sortie de Kylo a le létal, ben, il concède parce que tu ne peux rien faire. Ouais. Tout à fait. Vraiment, Ah ouais, c'est vraiment amélioration hyper importante. Alors, elle n'est qu'en 2 fois, c'est ça que tu disais? Elle n'est qu'en 2 fois, ouais. Ok. Je pense que si toutes les autres sont en 2 fois, c'est simplement qu'à partir du moment où tu la pioches une fois, avec le pouvoir de Kylo, ben, t'es sûr de l'avoir et t'as pas besoin de te garantir plus que ça l'arrivée de la carte. Oui, surtout donc, tu vas beaucoup piocher. Oui, c'est ça, tu vas beaucoup piocher, hein, tu vas potentiellement pouvoir le faire à chaque tour, tellement il y a d'améliorations, il y a des très fortes chances que tu en aies toujours une dans les mains. Donc à chaque tour, tu vas pouvoir de toute façon en mettre une en défausse et piocher. Et aussi, l'idée, c'est que t'as pas envie d'en avoir 3 dans ta défausse. Si tu les as piochés les 3, t'es un peu déçu. Donc 2, c'est aussi un moyen de se dire, ok, au moins je vais pas me retrouver avec trop de réflexes instantanés qui ne serviraient à rien. Un seul suffit puisque ça coûte 3, hein, mine de rien, donc on va pas pouvoir en utiliser beaucoup. Ça donne que plus 1. C'est vraiment pour l'effet j'attaque une fois qu'elle est posée qui est intéressant dans réflexe instantané. Et en plus, l'idée que en fait t'as un deck qui est censé quand même résister un petit peu. T'as quand même des removals, t'as quand même des unités que tu vas pouvoir booster et pouvoir gérer l'adversaire. Donc l'objectif c'est d'aller suffisamment loin dans la partie. Et en théorie, en allant suffisamment loin dans la partie, il y a des chances que tu tombes sur réflexe instantané à un moment ou à un autre. Oui, et t'es moins embêté par le surcoût aussi. C'est-à-dire que même si tu le payes 3, il te reste au minimum 4 de ressources pour mettre d'autres améliorations. Ouais. Donc t'as quand même de quoi faire en dehors de ça. Et souvent, sauf quand la situation vraiment l'exige, mais souvent il sort plus tard que cette ressource. Oui, c'est vrai. Oui. Si Kylo doit sortir à cette ressource, c'est d'une façon générale parce que l'adversaire a le létal et que tu te défends avec lui. Et c'est quand même, dans ces cas-là, pas une très bonne nouvelle pour toi. Ok, Lorraine. Ouais, c'est vrai. Après, on verra un petit peu plus tard, mais ou même vous pourrez, moi je vous invite à aller voir les parties qui ont été streamées sur les cartes sur table avec les commentaires en français, mais bon, ceci dit, vous pouvez aller regarder aussi le live de FFG. Même en anglais si vous comprenez. Bien sûr en anglais aussi si vous comprenez l'anglais, mais voilà, les cartes sur table, on a casté l'événement et effectivement les games streamés de Kylo Ren Tarkinton sont hyper intéressantes et on se rend compte que même sans réflexe instantané et juste en cas de défense, finalement c'est une défense limite très active. C'est-à-dire je déploie Kylo Ren, je mets des trucs, j'ai pas attaqué tout de suite, mais par contre je peux te dire je vais te mettre une baffe et si je la mets cette baffe, et ben au prochain tour c'est moi qui ai le létal. Donc voilà, ça met vraiment une pression sur la partie monumentale. On continue parce qu'il y a encore quelques améliorations à voir. On a Rage de Vaincre, tout simplement pour son bonus en puissance. Ça donne +3/+3 pour 2, voilà, rien que ça, déjà, effectivement, t'es content de mettre Rage de Vaincre. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part que pour pas cher, tu mets beaucoup de dégâts. Enfin, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Guillaume, mais je crois que... à ce moment-là, quand tu la mets, tu t'en fiches complètement de défausser une carte de ta main. Oui, si t'es en attaque, oui, en attaquant. Tu veux juste un +3/+3 pour 2, c'est la seule chose qui t'intéresse. Ah ouais.
Et puis, je rajouterais aussi que, en fait, peut-être que dans ta main, t'as quelque chose que t'as pas envie de défausser, je sais pas, d'un événement un peu majeur ou quoi, mais de toute façon, si a priori tu mets Rage de Vaincre, c'est que t'as fini la game. Rage de Vaincre, il est là pour s'ajouter aux améliorations que tu vas mettre sur Kylo Ren pour terminer, pour avoir suffisamment de dégâts pour finir la partie en attaque. Donc, de toute façon, après, le défaut en attaque défausser une carte de votre main, vraiment, il est très 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 négligeable, voire inexistant dans le cadre de Kylo Ren. Ouais. Ensuite, on a, je suis pas sur le truc, voilà, le sabre laser assemblé, évidemment, le sabre légendaire du 7-5, à attacher à une unité force, donc là, Kylo Ren en profite, et si l'unité attachée est une unité infamie, ce qui est le cas de Kylo Ren, elle gagne raid 2, donc là on gagne 4 de puissance pour 3, donc forcément c'est un sabre laser qui doit être dans le deck, qui doit être posé quasiment systématiquement en fait, hein. Si t'as un sabre laser assemblé, il n'y a pas de raison de pas le mettre sur Kylo Ren, a priori, parmi toutes les améliorations qu'il y a, c'est celle qui donne presque le plus de puissance. Plus 4 en attaque. Ouais, et même le plus 3 aussi est intéressant, hein. De toute façon, le fait que ce soit plus 3 de points de vie, mine de rien, ça renforce ton Kylo Ren. Et du coup, il devient encore plus résistant. Donc, quelque part, même si t'as mis une grosse baffe, l'autre va quand même avoir du mal à gérer parce que, mine de rien, rien qu'un sabre laser assemblé, ça donne un leader qui a 8 de PV. T'additionnes avec les autres sabres ou avec les autres améliorations, et là, tu dépasses les 10 PV, ça devient quand même assez difficile de te gérer. Et ouais, t'as raison, et en plus, alors c'est pas son utilisation première, mais il peut toujours être utilisé sur une autre unité, hein, c'est ce qu'on voit dans Kylo, ça lui arrive régulièrement de faire parmi les premiers tours d'améliorer une de ses unités, et donc tu peux aussi améliorer des unités pour par exemple gagner Sentinelle, donc pour tempo un peu plus si l'adversaire est très aggro. Voilà, tu peux aussi l'utiliser dans d'autres cadres que le déploiement de Kylo Ren. Et puisque de toute façon, tu t'en fiches, même s'il se fait gérer ensuite, il arrivera du coup dans ta défausse. On pense notamment à le mettre sur le sage discret, sécrétif sage. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, ça fait une très bonne unité avec Sentinelle. Donc ça peut aussi être utilisé dans ce cadre-là. On l'a vu également être posé sur Witch of the Mist, la petite 1-3 pour 1. Mine de rien, ça veut dire que pour 4, tu peux avoir une sentinelle 3-6. Ouais. C'est quand même pas négligeable, et encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'avantage de Kylo Ren l'avantage que donne Kylo Ren aux améliorations, c'est que même si cette sentinelle, donc déjà tu temporises l'adversaire qui doit taper dans ta sentinelle qui a 6 PV, donc c'est quand même un peu chiant, et puis quand bien même après, une fois que le sabre laser assemblé est dans ta défausse, tu vas pouvoir le réutiliser, donc bref, ça ne fait que recycler des améliorations, c'est monstrueux. C'est ça, même plus tard dans la partie sur Anakin, si Anakin il devient vraiment redoutable. Donc voilà, il peut aussi il a une versatilité qui lui permet d'être utilisé dans d'autres cadres que uniquement le déploiement de Kylo. Et la particularité du sabre laser assemblé aussi, et de toutes les améliorations qui sont présentes dans ce deck, c'est qu'elles ne sont pas uniques. Donc on va pouvoir en mettre plusieurs sur Kylo Ren si jamais t'en as 2 ou 3. C'est important parce que voilà. Donc là, il y en a que 2, c'est ça, dans le deck? Il y en a 2, ouais, il y en a 2. Donc si tu tombes sur les 2, t'es quand même bien content de mettre les 2 sabres laser assemblés. Là, tu mets pour 6, tu mets plus 8 de dégâts, c'est... ça cogne. Ça cogne. Et enfin, le sabre laser déchu, qui est toujours une amélioration qui est jouée et qui est extrêmement performante, mine de rien. Elle date du 7-1 quand même, cette amélioration. Tu me diras, compétence d'infiltrateur également, et réflexe instantané aussi, hein, c'est des améliorations qui datent du 7-1. C'est pas le 7-2, réflexe instantané? Non, c'était déjà au 7-1, mais juste là, il a mis une version qui appartient au 7-2. Mais c'était déjà 7-1. Et sabre laser déchu, du coup, +3/+3. Si c'est une unité force, en plus, elle va ping. Bref, c'est aussi extrêmement puissant. Toujours pas une amélioration unique, hein, donc on peut en mettre plusieurs. Enfin, pareil, tu le mets sur Caris, tu le mets sur Witch of the Mist, donc tu renforces de fou tes unités. Enfin, je veux dire, Witch of the Mist, pour 4, derrière, tu deviens une 4-6, qui en plus va ping l'adversaire en attaque. Enfin, c'est mine de rien, ça renforce de fou tes unités. Donc ça, on le sait déjà, hein, que ça renforce beaucoup les unités. On l'a dit tout à l'heure, hein, l'effet Gunji avec General's Blade, hein, c'est un des combos les plus forts, hein, dans le sens j'améliore mon unité. Mais c'est risqué. Dans Kylo Ren, encore une fois, on peut dire que c'est fort parce que c'est beaucoup moins risqué que avec les autres decks.
Donc vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que on peut rajouter quelque chose sur ces améliorations? Oui, on peut mentionner une dernière amélioration dont on n'a pas mis l'image ici. C'est notre ami Hotshot Blaster. Il y a Hotshot Blaster. ouais, c'est ça. Il y a un. Bah vas-y, je te laisse en parler d'Hotshot Blaster. Bah, c'est une carte qu'on connaît très bien, qui est présente dans beaucoup d'autres decks, et qui est là un exemplaire. Et alors, à mon sens, autant il peut évidemment la traiter comme n'importe quelle amélioration pour avoir plus 0, mais je pense que c'est pour ça que c'est un seul exemplaire. Elle a surtout vocation à aller en ressources pour mettre un petit boost à un moment s'il faut mettre un peu plus de dégâts quelque part avec une de ces unités, ben voilà, pour la sortir de Smuggle. Je pense qu'elle est vraiment utilisée pour ça. C'est pour ça qu'elle est en un seul exemplaire. Yes, et du coup vraiment, vraiment intéressant tout ça. Je vois dans le chat, ça dit là, il faut quand même préciser qu'il faut 16 ressources. Donc non. En fait, l'idée derrière ce deck, mais on va en parler un petit peu après, mais c'est que avant le déploiement de Kylo Ren, tu poses des unités, tu gères le board adverse, et en même temps, tu poses des unités. Enfin, en fait, t'as un peu le choix. Soit tu gères le board, soit tu poses des unités qui vont attaquer la base de l'adversaire. Il y a toujours un moment où tu vas réussir à mettre des dégâts à l'adversaire, et du coup, au bout d'un moment, t'as vraiment cette épée de Damoclès sur la tête. Il y a un compteur qui tourne. À chaque tour, si t'as pas fini la partie, le tour suivant, il y a un potentiel one-shot de Kylo Ren sur ta base. Et c'est pas... des fois, le one-shot, il est pas à 16 ressources. Des fois, le one-shot, il apparaît à 9. Parce que pour 9, tu vas pouvoir mettre un réflexe instantané, un sabre laser assemblé et un sabre laser déchu. Je dis ça voilà, juste pour faire un calcul rapide. Et en fait, tu as 5 de puissance avec Kylo Ren, 7, 8, 9, 10 avec le sabre laser assemblé au moment de l'attaque, 11, 12, 13 avec le sabre laser déchu, et 14 avec le réflexe instantané. Donc là, t'as un Kylo Ren qui se déploie, qui met 14 dans la base. Si t'as une base à 30 HP et que t'as 16 dégâts sur ta base avant les 9 ressources, bah t'es mort, c'est fini. Si t'as la base à 25 PV, s'il y avait 11 dégâts sur ta base, si t'as un Tarkinton ou ECL ou quoi, s'il y avait 11 dégâts sur ta base, c'est fini. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre très longtemps. Des fois, c'est même pour 7 ressources, tu peux déjà avoir potentiellement létal. Parce que tu peux tout simplement avoir réflexe instantané et les 3 holoconcites dans ta défausse. Si tu as les 3 holoconcites, on le rappelle, pour 3 ressources, et après pour un réflexe instantané, donc pour 6, tu vas mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu vas mettre 15 bases. Le potentiel de Kylo Ren le plus important, c'est mettre 16 bases parce que à cette ressource. Je rajoute, là pour ça coûtait 6, et donc si tu rajoutes une compétence d'infiltrateur, imaginons, bah tu mets 16 bases autour où tu as 7 ressources. 16 bases, désolé, mais ça... Il y a quand même des chances que tu aies pris 10, 11, 12 de dégâts sur ta base avant d'arriver à cette ressource, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Des unités sur le board qui ont été upgrade au fur et à mesure pendant la partie et qui ont tapé dans ta base, ça existe, c'est possible. Donc voilà. Et c'est aussi l'intérêt, à la différence notamment de la version DataVolt en vert, qui faisait vraiment que du hard control jusqu'à sortir Kylo, qui avait quasiment que Kylo comme unité. Là, il a pas mal de petites unités qui permettent de sword un peu le board, de gérer beaucoup. Ces unités, elles ont surtout vocation à aller sur la base adverse pour justement monter un petit peu les dégâts sur la base. Et dès qu'on commence à avoir entre 10 et 15 dégâts sur sa base face à Kylo en face, et on n'est plus à l'abri d'une sortie de Kylo Ren et de finir sortir et de mourir instantanément. Ouais. Tu as, en fait, t'as vraiment pas deux manières, mais c'est un savant calcul entre mon unité que j'ai améliorée attaque la base ou une unité que j'ai améliorée clean le board adverse, parce que évidemment son objectif c'est quand même de ne pas mourir avant de pouvoir tuer l'adversaire. Mais l'objectif de Kylo Ren, c'est d'avoir à un moment donné le létal sur la base au moment du déploiement. Donc effectivement, ça arrive pas forcément à cette ressource, mais ça arrive pas à 16 non plus. Bien sûr que plus ça dure et plus ton létal il est fort, enfin il est élevé parce que ton coût est élevé, donc ton létal diminue. En gros, c'est dans le sens bien sûr, si à 16 ressources, tu veux mettre 2 sabres laser assemblés, plus 2 sabres laser déchus, plus les holoconcites, plus réflexe instantané, enfin voilà, ça, bien sûr, ça coûtera extrêmement cher, mais tu mettras une baffe peut-être à 35 de dégâts, donc oui, là, tu one-shot n'importe quelle base.
L'objectif, c'est de savoir gérer le board de l'adversaire pour pouvoir t'amener à avoir un Kylo Ren qui peut taper extrêmement fort, mais c'est aussi potentiellement grignoter, c'est ce que disait Guillaume juste avant, désolé, on répète un petit peu, mais c'est grignoter la base adverse aussi au fur et à mesure pour qu'à un moment donné, Kylo Ren, sans avoir 14 000 ressources, va pouvoir, pour 10, j'en sais rien, pour 10, va quand même avoir le létal. Ça coûte pas si cher que ça finalement, même pour 9, on a vu juste avant, dans le cas idéal de même 7 ressources, on a 3 holoconcites, un compétence d'infiltrateur et un réflexe instantané, ça suffit à faire 16 de dégâts dans la base de l'adversaire. Donc, et t'es sûr que c'est dans la base de l'adversaire avec compétence d'infiltrateur puisque t'as saboteur. Bref. On passe Surtout qu'après, à la suite. Vas-y. On a dit que le réflexe instantané était très très important pour être sûr du tempo et de taper instantanément. Mais tu as aussi quand même pas mal de match-up où tu sais que l'adversaire il ne pourra pas gérer Kylo Ren et où tu pourras même te permettre de même pas mettre réflexe instantané et juste le poser. Comme de toute façon Kylo est sentinelle, bah voilà, tu sais qu'avec la sentinelle l'autre ne pourra plus attaquer ta base à ce moment-là. Donc il y a aussi des match-up où quand tu sais que l'autre n'a pas de carte de contrôle, euh, par exemple, je dis ça. Bon, tu vas me donner forcément un exemple qui le contredit, mais si tu es contre Quinlan, tu sais qu'a priori, tu peux sortir Kylo même sans s'attaquer instantanément. Tu vas avoir l'occasion d'attaquer ensuite. L'autre va pas en une carte et en une action te gérer Kylo en jouant le deck Quinlan. Il y a un tout petit risque, c'est S'il a déjà le létal. Non. Non, parce qu'il peut pas passer la sentinelle de Kylo Ren, donc ça c'est pas forcément évident. Mais c'est surtout le bamboozle. Si t'attaques pas avec Kylo Ren quand tu te déploies, il y a un potentiel bamboozle en face à Kylo Ren, face à Quinlan Vos, pardon. Donc là, bamboozle, t'es un peu déçu. Ton Kylo Ren est incliné et en plus toutes tes améliorations elles reviennent dans ta main. Et là par contre ça devient chiant parce que là d'un coup toutes tes améliorations elles deviennent inutiles. Enfin c'est compliqué. Tu peux en remettre une sur Kylo Ren mais et encore même pas parce que normalement t'as plus de ressources. Bref. Helm qui nous dit non mais je vous contredis pas, c'est important à préciser pour justement expliquer la suite du deck. Non mais bien sûr, on a bien compris que c'était pas une affirmation essentielle, enfin c'est une information importante. Helm, on est d'accord et donc on a rebondi dessus pour pouvoir expliquer plus de choses. J'ai trouvé que ton information était importante à dire, c'était bien. Et donc ça nous a permis aussi d'alimenter notre présentation. Donc bref, continuons. Continuons ensuite, pourquoi la base Tarkinton? On reviendra sur l'ensemble du deck derrière, on a déjà pas mal abordé l'ensemble du deck, maintenant, pourquoi on choisit Tarkinton et à quoi ça sert d'avoir Tarkinton? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, l'effet de Tarkinton, évidemment, est extrêmement fort, avec l'action épique notamment d'infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée, c'est très fort pour gagner le board, pour gérer le board, on l'a vu. D'ailleurs, pendant les Galactiques, Tarkinton est vraiment revenu sur le devant de la scène. Il y a beaucoup de Tarkinton qui sont dans le top 8. Je crois que c'est même 7 sur 8. Non, pardon, pas 7 sur 8, il y a 2 Han Solo. C'est 7 rouges sur 8 et 4 Tarkinton, oui, voilà. 4 ou 5 Tarkinton donc sur 8. Quasiment la moitié, voire plus de la moitié ont Tarkinton, mais effectivement c'est la base rouge principalement qui est enfin la couleur rouge, l'agressivité qui est vraiment bien représentée. Mais Tarkinton, on lui trouve aussi cet avantage de contrer Han Solo. C'est déjà une base en elle-même qui peut contrer le Han Solo 2, qui met des unités un peu plus tôt, mais qui sont endommagées, et donc t'as un Tarkinton quand même un peu plus facile à obtenir, voire un Tarkinton du T1, parce que Han Solo met une unité qui peut être Tarkinton. Ce sont des choses qui arrivent. Donc déjà, de base, la base Tarkinton est aussi un bon choix lié à la méta du 7.5. En tout cas, à la méta du début du 7.5, avant Galactique. Le fait que Tarkinton est choisi, c'est aussi parce que c'est une base rouge. De toute façon, je pense que c'est une base rouge. Imaginons que Tarkinton n'existait pas, ou en tout cas que l'action épique de mettre 3 dégâts à une unité non leader endommagée n'existait pas. Je pense que malgré tout, il se serait orienté vers la base rouge, même si Kylo Ren est très fort avec ECL et très fort avec Datavolt. Ils ont vraiment choisi de s'orienter vers le rouge, et dans le rouge, ensuite, ils ont décidé que c'était Tarkinton qui était le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que dans la base rouge, on obtient projection de force. Ça me paraît essentiel dans ce set, ils l'ont bien compris. Déjà, il faut savoir jouer contre, mais il faut aussi pouvoir jouer avec, a priori, parce que ça reste une carte très forte, et donc un peu essentielle dans les decks où tu utilises le trait force, comme c'est le cas dans Kylo Ren, dans cette version de Kylo Ren, aussi parce que
je me permets de revenir du coup en arrière 2 secondes pour vous remontrer que le sabre laser assemblé a besoin d'être attaché à une unité force, et le sabre laser déchu a vraiment un très gros potentiel avec les unités force, puisqu'on a aussi l'effet en attaque. Donc déjà, rien que le sabre laser assemblé qui a besoin de s'attacher à des unités force fait que tu vas quand même avoir tendance à jouer avec des unités force dans ton deck. Et donc, Force Row, ça te permet d'utiliser Force Row aussi, puisque tu as besoin d'avoir une unité force sur le board pour utiliser Force Row. Donc, bref, tu vas mettre des unités force et tout, ça va comboter, c'est génial. On parlera, et je crois que je l'ai déjà dit au début de cette présentation, on parlera des forces et des faiblesses de projection de force et de tout le débat autour, est-ce que ça doit être ban, pas ban, dans une autre vidéo. C'est pas ce qu'on veut aborder maintenant, je dis juste que dans la méta, c'était important d'avoir projection de force, donc Kylo Ren ECL et Kylo Ren Datavolt ne profitent pas de projection de force, et je trouve que je pense qu'il y a eu aussi cette idée-là, c'est de pouvoir jouer avec. Et on va rajouter une autre carte qui est, je trouve, encore plus forte que projection de force, personnellement, mais qui, du coup, est possible grâce à l'agressivité, donc grâce à Tarkinton dans le combo qu'ils ont, c'est éclair de force. Dans la même mécanique que projection de force, c'est une carte qui s'utilise grâce au trait force. Sans le trait force, c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus faible. Elle peut toujours être utile dans certains cas, et d'ailleurs, ça a été utilisé dans ce sens-là pendant le Galactic Championship, pendant une game que l'on a streamé, et j'ai trouvé que c'était très très pertinent de le jouer, et c'était tellement malin de le jouer comme ça. Enfin, nous, dans le cast, on n'avait même pas imaginé ce qu'il voulait faire, on pensait que c'était pas forcément ce play-là qu'il fallait faire. Quand on a vu le joueur réfléchir à son play, il y avait une situation donnée, et ben écoutez, il a utilisé Clair de Force dans un certain sens, là où je pense que c'était pas forcément le meilleur, mais sauf que moi, je suis pas à sa place. Et lui, clairement, il a fait la meilleure décision. D'ailleurs, il gagne la game grâce à ça. Et franchement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Donc, je vous invite encore une fois à regarder les games. Et j'espère que vous pourrez retrouver cette game-là. J'essaierai de les mettre dans la description de la vidéo. Les liens le lien vers la vidéo, ça, vous l'aurez facilement. Enfin, il suffit de chercher les galactiques. Mais surtout, tu te souviens de à quel moment ça a été utilisé? Bah justement, je vais retrouver ça et je vais vous mettre cette info dans la description. Ok, je mettrai le move éclair de force qui fait gagner un truc comme ça. De toute façon, éclair de force, c'est une carte qui a été beaucoup utilisée par les decks agressivité villainy, tout simplement parce que c'est giga fort également. Donc je rappelle, éclair de force permet de blanchir une carte, donc tous les effets en attaque, tous les mots-clés, etc. disparaissent, et pendant la phase, l'unité ne peut plus gagner de mots-clés, ne peut plus gagner de capacité. Donc ça, c'est quand même hyper important, c'est déjà en soi très très fort. Et en plus, si on contrôle une unité force, on va pouvoir incliner des ressources pour faire 2 dégâts par ressource inclinée. Donc pour 6 ressources, tu tues un leader qui a 10 PV par exemple. C'est énorme, c'est énorme. Pour 3 ressources, tu tues un leader qui a 6 PV. Enfin, c'est fou, d'accord. Normalement, pour 3 ressources, tu joues Open Fire et ça fait 4 de dégâts. Là, on fait 6 de dégâts et en plus, t'enlèves les capacités. Donc en plus, t'effaces les When Defeated par exemple. Béton, à un moment donné, l'a joué pour 8 pour achever. Kylo, c'est exactement ça, là, notamment en finale, je pense, que ça a été joué dans ce sens-là. Mais il y a un autre moment aussi où ça a été incroyable. Bref, c'est vraiment les 2 cartes essentielles qui rentrent parfaitement dans le jeu de Kylo Ren, puisqu'il aime bien utiliser quand même quelques unités force, et ça permet de contrer aussi beaucoup de situations, éclair de force qui retourne énormément de situations, qui est très polyvalente. Bref, c'était hyper important de jouer avec ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont orientés vers l'agressivité. C'est notamment pour ça que beaucoup des unités, des petites unités jouées par Kylo, sont des unités force, même si elles n'ont pas forcément d'intérêt en soi avec leur effet. C'est juste qu'elles ont de très force, et donc ça permet ensuite de faire projection ou éclair. Ces 2 cartes-là, qui sont évidemment présentes chacune en 3 exemplaires, ont complètement fait que ses premiers tours sont des tours autour de la force, même s'il n'a pas la force. On voit par exemple avec Caris, elle a un effet When Defeated avec la force. L'effet, il s'en fout. Juste ce qu'il veut, c'est pouvoir poser Caris, et à 2-4, il y a des chances de ne pas se faire gérer tout de suite, et ensuite de faire projection ou éclair.
Oh ouais, éventuellement de le jouer comme ça, effectivement, éventuellement de mettre ensuite une amélioration force, enfin qui a besoin de que ce soit une unité Oui, c'est force. ça. En plus, après, avec ces Donc c'est améliorations. c'est ce genre-là aussi. Mais effectivement, le when defeated, on peut utiliser le jeton force. Bon bah oui, oui là, il la joue pas S'en fiche. pour ça, il la joue pour son très force, pour son 2-4 et son très force. Si bien que Mm. Pardon, si bien que je crois pas que ce soit la slide suivante. Non, c'est pas la slide suivante, mais il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, de Witch of the Mist. J'ai oublié le nom français, je suis désolé, mais c'est en rouge, Sorcière, c'est une. Pardon? ouais, sorcière de Ouais, quelque. ouais, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais euh, Witch of the Mist, donc c'est, pour rappel, ça coûte une Sorcière de la ressource. brume. Sorcière de la brume, merci beaucoup. C'est affinité agressivité seulement. Et c'est une 1-3 pour 1 dissimulé. Donc, avec le trait force. Et qui lui permet de poser une unité pour 1, qui derrière lui donne donc un projection de force utile, un éclair de force utile, et qui peut accueillir des améliorations. Bref, tout ça pour 1, franchement, et qui est normalement pas attaquable. Donc, si l'autre n'a juste pas une carte de gestion, bah, il va pas pouvoir gérer cette unité, et donc il aura accès aux traits force encore plus facilement. Je pensais vraiment pas que Witch of the Mist serait dans des decks méta, parce que ça a pas l'air fou comme ça, une 1-3 avec le trait force, et en fait, c'est Bon, utilisé. un 3 dissimulé, c'est très très bien, parce que, en fait, Ouais. quasiment, on peut quasiment le voir comme un force throw ou un éclair de force pour 2. Tu vois? Tu Oui, la oui, poses, non, mais comme elle est totalement, totalement. dissimulée, l'adversaire a des grandes chances de ne pas pouvoir te la gérer, et donc ensuite tu feras la carte que tu souhaites. Ouais, c'est évident que c'est pour ça. Ça permet d'avoir une unité force pour 1, donc hyper facilement. C'est une excellente carte. Et je rajouterais ensuite, là, ce que je veux dire par rapport à. Pour continuer un petit peu l'analyse avant de passer au combo, c'est l'utilisation de projection de force, donc qui est facilitée dans ce sens-là, mais c'est aussi un contre à projection de force. Dans. Le problème, c'est qu'on va se prendre des projections de force et donc il va falloir aussi répondre à ça. Ce que tu préfères dans Projection de Force, et même à un moment donné, tous les deux, on avait imaginé, enfin c'est toi qui avais proposé ça même, dans les decks Villainy, de mettre médaille de cérémonie. Même si tu vas pas t'en servir, tu t'en fous, tu vas avoir un Force Row en face, bah tu discardes médaille de cérémonie, le mec est déçu, pour le coup il fait 0. Donc même s'il a discard une carte, hein, quand même, même si dans ta main c'est une carte morte, bah c'est une carte qui te protège de devoir discard un tir de super laser, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais qui ferait 8 de dégâts, lui. Au moins, là, tu discardes quelque chose qui coûte 0, donc ça fait même aucun dégât, donc derrière, tu prends même pas le Tarkington, derrière, tu prends pas de dégâts, enfin bref, ça peut être un potentiel très fort. Ceci dit, toutes les cartes qui coûtent que 1 rentrent aussi là-dedans, finalement. Tu fais un éclair de force avec une unité force sur le board, donc quand même, tu te discardes d'une carte pour faire quelque chose, c'est quand même très très réduit quand ton adversaire discarde quelque chose qui coûte que 1. Donc déjà, projection de force, l'autre il discarde une projection de force, bah limite, bah voilà, au moins on s'est débarrassé de projection de force quoi. Donc ça s'anéantit tout seul, voilà, projection de force pour projection de force, et puis ça fait que 1 en face éventuellement. Éclair de force rentre aussi là-dedans, hein. Si mon adversaire joue projection de force et discarde mon éclair de force, ou quelque part, il va pas me faire de dégâts. Et là, ce deck présente énormément d'améliorations, dont le coût maximal est de 3. Donc déjà, t'as souvent dans ta main des cartes qui n'ont pas un coût très élevé, donc il y a quand même de fortes chances que ton adversaire, de toute façon, n'arrive pas à gérer l'unité que t'as sur le board. Il y a détermination héroïque, il y a holocroncite, il y a compétence d'infiltrateur, il y a réflexe instantané. Ça fait quand même 3, 6, 12, non, 3, 6, 7, 8, 9, 10, au moins 10 cartes qui ne coûtent que 1 et donc qui réduisent énormément l'effet de force row. Sans parler du fait que Force Row dans Kylo Ren c'est moins fort, parce que Force Row sur tu discardes un rage de vaincre, et ben quand même en fait t'es bien content parce que le mec il t'a mis une carte dans ta discard qui en fait va être à nouveau utile. Donc Force Row, enfin Kylo Ren a aussi cette puissance de pouvoir réduire complètement l'effet de Force Row. Donc la puissance de Force Row, c'est vraiment vraiment intéressant aussi de penser à cet aspect-là du deck, de la construction du deck. Il joue vraiment autour de Force Throw, hein, c'est-à-dire que c'est un deck qui sera quasiment un des moins impactés en se prenant Force Throw, ben, parce que l'effet de discard, il s'en fout, et les dégâts sur ses unités, ben, d'une façon générale, il s'en fiche aussi un peu, parce que déjà, il tient moins que la plupart à conserver le board. Hein. Lui, il faut juste que, en termes de board, il a juste envie de mettre un peu de dégâts sur la base pour arriver au létal avec son Kylo, et ben évidemment, gérer un minimum le board pour pas mourir avant. Hein. Vu, Ouais, on ouais, a ouais. vu pour le coup, quand il perd, c'était à cause de ça. Mais du coup, il n'est pas hyper impacté par.
par force 3. Yes. Ensuite, on va parler vite fait des petits combos, au-delà du combo évidemment, enfin évident de Kylo Ren qui se déploie, et donc là, ça c'est vraiment presque le combo principal du jeu de Kylo Ren, que ce soit en ECL ou que ce soit en Data Vault, hein, d'ailleurs, c'est quand même beaucoup, ça tourne énormément autour de cet effet-là. Mais mine de rien, il a des combos intéressants, notamment de début de partie et de milieu de partie, voire fin de partie. Et on va le voir. Déjà, un premier combo hyper intéressant, c'est Mix Mayfield. Mix Mayfield est une unité pègre, donc elle n'a pas le Triforce, et pourtant il la joue quand même parce qu'en fait, ça te donne quand même 2 de dégâts dès le début, gratuit. C'est très Euh, probablement le meilleur tour 1 qu'il puisse avoir, c'est ça. c'est vrai, c'est vrai. Et le seul contre à ça, c'est d'avoir une 2-2 shieldée. Pour éviter, enfin, la 2-2 shieldée est le meilleur contre au combo de Mix Mayfield. Alors Mix Mayfield, pourquoi c'est un combo hyper intéressant? Parce que là, comme ça, c'est une 2-2 pègre pour 2, c'est un peu bizarre, mais en fait, le texte est hyper important. Quand un joueur défausse une carte de sa main, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité ou à une base. Ça, c'est quand même Même important. à une base, ouais. Et utiliser cette capacité qu'une seule fois par ronde, bon, ça, c'est anecdotique. Mais c'est surtout le 2 dégâts à une unité ou à une base à partir du moment où un joueur défausse une carte. Sachant que la défausse de Kylo Ren, l'effet, la capacité de Kylo Ren, elle est gratuite en plus. Donc, quoi qu'il arrive, à chaque tour, tu peux éventuellement te défausser une carte. Donc là, tu vas mettre Mix Mayfield au tour 1, l'autre, il joue son tour 1, tu défausses une carte, tu lui fais 2, tu Tarkington, hop, il n'y a plus de tour 1 en face. C'est quand même pas négligeable. C'est clairement un des meilleurs combos possibles. D'ailleurs, ça va chercher des unités jusqu'à 5 de dégâts. C'est le seul qui est capable de se débarrasser de gros goût au tour 1 et de... Ah, c'est pas De tout à fait Genji. vrai. Et de Genji. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un petit combo notamment qui était présent dans le deck de Quinlan Tarkington de Yukino Junior. Dans le cas où l'adversaire joue quelque chose, joue Genji par exemple tour 1, il a la petite sentinelle, pas sentinelle, embuscade de 1. Donc en gros, tu mets une embuscade qui tape à 2 plus le ping, donc ça va faire 3 de dégâts, plus le Tarkington, tu vas chercher jusqu'à 6 de dégâts. Donc globalement, avec cet effet-là, tu as les deux combos qui clean les 5 PV et les 6 PV de, euh, de gros goût. De toute façon, Euh, au premier tour, Grogu ne sort jamais à 6 PV, puisque la non, seule bien façon de sûr, le sortir, c'est Anne, et donc il oui. aura plus de 4. Mais, Il aura plus que 4, mais c'est... Ouais. effectivement, Ming Mayfield est vraiment. Évidemment, c'est une carte qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, hein, elle était complètement inutile en dehors de ça. Mais là, les combats, effectivement, bah, voilà, en plus, elle ne demande même pas, à la différence par exemple de Quinlan, qui lui doit quand même jouer autour de l'initiative. C'est-à-dire que s'il a l'initiative, il va être embêté. Euh, Là, Ah avec oui. Kylo, c'est pas grave que tu aies l'initiative ou pas. Tu mets Mix, ensuite tu te défausses une carte que tu fais toi-même, et donc tu pourras lancer Tarkington ensuite. Donc l'adversaire, à part Ouais, un bouclier, mais l'adversaire ne peut pas contrer ce move-là. ouais, c'est vrai. À la limite, tu enlèves le bouclier quand même, mais en tout cas, c'est un très très bon combo. Ça permet aussi d'aller gérer, et c'est pour ça que Tarkington était une des cartes, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, pardon, pourquoi la base Tarkington elle est forte, parce qu'elle contre la force, elle contre le jeton force. Donc là, ça vient compléter avec Mix Mayfield, donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais oubliez pas que le grand, comment dire, le 7-5, la domination au 7-5, c'est plutôt le jeton force. En fait, on se rend compte, notamment avec Han Solo du 7-2 et avec Mertalzin qui a gagné, que le jeton force est quand même quelque chose de très puissant. Et Tarkington est un counter, je sais plus, on l'a pas dit, on est d'accord. Désolé, je m'interromps 2 secondes, mais je l'ai pas dit ça. Je sais pas, je crois pas qu'on l'a dit aujourd'hui. En tout cas, c'est un counter direct au jeton force et à la génération du jeton force par les unités de tour 1, notamment de Han et éventuellement aussi de Mertalzin. Et la seule carte qui contre ça, bah, c'est Acolyte of the Beyond, Ouais, je me qui souviens crée plus en la force français, en étant mais qui crée la force en mourant, tué. en attaquant et en mourant. Mais effectivement, Euh, si Talzin n'a pas la force au tour 2, c'est vraiment un problème pour elle, parce que c'est-à-dire qu'au mieux, elle l'aura au tour 4, et encore une fois, si l'unité survit. Enfin, en tout cas, le fait de prendre un décalage dans la force avec Talzin est un très très gros souci. Euh, ouais, voilà, ouais, ouais. c'est un très gros souci, surtout quand l'autre, il t'a, on va dire, gratuitement, grâce à Tarkington, géré son unité.
C'est-à-dire que là, tu mets Mix, Mix, il ne meurt pas en attendant, hein, donc tu pourras toujours attaquer avec une autre unité, Tu pourras refaire l'effet au prochain tour. Une deuxième fois son effet, donc c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Effectivement, à un moment donné, t'as parlé, enfin, ça réagit dans le chat. Tu disais que Mix était inutile en dehors de ce combo-là. Non, oui, en fait, c'est vrai que Kylo Ren du 7-2 défausse des cartes et tout, donc voilà, permet de le faire. Mais voilà, au-delà de ça, ça reste un deck intéressant, donc faut quand même, faut quand même le respecter. C'était un deck intéressant, mais c'était quand même très très spécifique. Mais non, Kylo TT du 7-2, c'est toujours le Kylo TT, Kylo Tarkington. Qui a encore performé, qui a été J3 quand même pendant les Galactiques. Hein, il y en a eu un qui a J3, ça reste un deck. Ouais, mais ça reste un deck qui de temps en temps fait des performances. Et mine de rien, J3 au Galactique, ça reste quand même intéressant. Même s'il y en a qu'un seul, mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient joué aussi. Mais mine de rien, t'en as peut-être 5 qui ont joué Kylo Ren Tarkington, il y en a un qui se retrouve sur les 5 quand même. Donc c'est pas négligeable. Et Mix Mayfield, du coup, était utile à l'époque que dans Kylo Ren. Bon, là, dans Kylo Ren du 7-2. Maintenant, il est aussi utile dans ce Kylo Ren-là. Donc, voilà. Mais c'était une parenthèse, vraiment, on n'avait même pas besoin de le dire à la base. Est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, on a à peu près fait le tour, je pense, de Mix Mayfield. Vous avez compris un peu l'intérêt de cette carte. Et notamment au tour 1, il est extrêmement fort. Ensuite, un deuxième combo qui est extrêmement intéressant, pas forcément facile à faire, mais qui peut, s'il arrive, c'est tellement fort que ça se tente. Amiral Moti, qui est une 1-1 pour 2, mais qui, une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité infamie. Donc l'idée, c'est de réussir à jouer Amiral Moti, à déployer Kylo Ren, et quand tu déploies Kylo Ren et que tu lui mets le sabre laser, alors, le sabre laser, tu fais un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défenseur. Donc c'est pas ça marche avec Holocron-Sith, pardon. Holocron-Sith qui permet de faire en attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie. Donc si tu as un Holocron-Sith et tu as Amiral Moti sur le board, et que tu as Holocron-Sith dans ta défausse, tu vas pouvoir déployer Kylo Ren, mettre des améliorations, faire potentiellement l'attaque grâce à réflexe instantané, et donc tu vas faire 2 dégâts à Amiral Moti pour le tuer. Tu fais toute ton attaque et ensuite on fait l'effet une fois éliminé, tu redresses à nouveau Kylo Ren et donc dans le même tour tu vas pouvoir attaquer 2 fois et si t'as attaqué à 14, tu vas faire 28 à la base de l'adversaire, donc c'est quand même monstrueux. C'est souvent comme ça d'ailleurs que le létal est atteint. Alors souvent comme ça, je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, ça arrive, parce que oui, c'est arrivé notamment une game, une partie qui a été extraordinaire, notamment, et qui se joue vraiment à pas grand chose. Le Kylo Ren, justement, d'ailleurs, bon, je vous spoil au moins ce fait-là dans ce BO3. Il y a une partie qui se joue à l'effet de Mix Mayfield qui a été fait sur une unité au lieu de sur la base. Il me semble que quand il a fait le choix, je crois qu'a priori il a fait le choix de mettre l'effet de Mix Mayfield sur une unité, alors que c'était pas forcément le plus opti de notre point de vue de commentateur. Il pouvait peut-être pas forcément le savoir sans savoir ce qu'il y avait sur l'unité adverse, mais en gros, je trouve que c'était pas pertinent parce que c'était sur Caris. Contre Mother Talzin, et en gros le fait de mettre 2 dégâts sur Caris, ça permet à Caris de gérer 2 unités en même temps, parce qu'il va attaquer Mix Mayfield, mourir et donner -2/-2 puisqu'il a généré le jeton force à une autre unité. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, c'est que l'autre, le même joueur qui a joué Mix Mayfield avait joué aussi la 2/2 shieldée, et donc Caris se retrouve en une attaque à gérer 2 unités, et vu que la partie se joue à 2 de dégâts, je crois qu'il peut s'en mordre les doigts sur cette petite erreur, à mon avis, de jugement et de choix. Parce que derrière, pendant la partie, il arrive à mettre Amiral Moti sur le board. Je crois que c'était Yann Klein d'ailleurs, hein, c'était le joueur Yann Klein qui est arrivé ensuite en finale, il me semble. Et en tout cas, il sort Kylo Ren, il attaque, il tue Amiral Moti, il se redresse, sauf qu'il fait que 12. Il ne faisait que 12 de dégâts. Tout va bien ? Oui, très bien. Attends, viens, on passe derrière moi. Non, mais ça m'a... Désolé. Je parlais à ma chérie, désolé. Le Amiral Moti, donc il se redresse et tout. Et donc, vu qu'il faisait 12 de dégâts en attaque, il a pu mettre 24 de dégâts.
sauf que ça partait de 2. Il y avait 2 dégâts sur la base seulement de l'adversaire, donc il est monté à 26 sur 28, et au final, c'est la Mother Talzin en face qui l'emporte. Il me semble que c'était Mother Talzin. Franchement, ça s'est joué à rien du tout, c'était fou. Là, ça se joue vraiment au choix de Mix Mayfield d'avoir mis les dégâts sur Caris au lieu d'être sur la base. Au final, c'est fou que ça passe aussi proche. Mais bref, Amiral Moti, un super combo, qui est un super potentiel en tout cas, qui a été exploité au moins une fois pendant une partie qui a été streamée, donc vous pourrez aller voir cette partie dont je vous parle là. Et voilà, ça arrive pas très souvent parce que c'est pas si évident que ça de mettre Amiral Moti et d'espérer, alors qu'il a que 1 PV, que l'adversaire ne fasse rien et ne puisse pas le gérer. Pas si simple que ça, donc pas si évident que ça à jouer, mais intéressant, clairement un combo intéressant. Est-ce que tu veux redire quelque chose, Guillaume, là, avant qu'on Non, passe t'as raison sur Moti. Hein. Son effet, une fois éliminé, peut même tellement être puissant que si tu sais que l'adversaire n'a plus de ressources ou ne peut pas le gérer, tu peux même le jouer à 2 et ensuite directement déployer Kylo pour faire instantanément 2 attaques avec Kylo et donc aller sur le final. Non, c'est vraiment une carte très très intéressante. Et ensuite, on a le side pour un petit peu développer sur l'ensemble du deck. Ensuite, on reverra à nouveau l'ensemble de la liste. Mais le side avec Sham Syndulla en side. Alors, j'avoue que Sham Syndulla, je sais pas très bien pourquoi. D'ailleurs, je l'ai jamais vu jouer au final dans sa liste. Après, c'est vrai qu'il est probablement, en tout cas en live, pas souvent tombé contre des joueurs qui rampent. Donc, Sham Syndulla, finalement, je crois qu'il rentre vraiment en jeu que face à quelqu'un qui rampe beaucoup. Le Devastator, par contre, est évidemment une carte extrêmement puissante qui peut largement rentrer dans sa liste pour avoir le moyen de finir les games. Hein. Une fois joué, infliger 4 de dégâts indirects à chaque adversaire. C'est aussi le moyen de se donner le létal ou de mettre son adversaire à très peu de dégâts près de la fin. Et si tu pioches Devastator, tu finis la partie. Raider impitoyable, quelque part, c'est un petit peu dans la même vibes. Hein. Une fois joué, une fois éliminé, t'infliges 2 dégâts à la base. Même si c'est 2 dégâts aussi à une unité, mine de rien, grignoter la base, on l'a vu, c'était très très fort. Raider impitoyable, ça devient insupportable pour l'adversaire parce qu'il a limite pas envie de la gérer et en même temps il faut la gérer parce que sinon ça fait 4 par tour. Bref, c'est chaud. Et sinon, des effets, des événements de gestion, lancer de grenade, la chute du rival et ouvrir le feu en cas de besoin d'avoir des cartes de gestion supplémentaires. Lancer de grenade d'ailleurs qui peut aller gérer des unités spatiales, 2 de dégâts à une unité puis 1 de dégâts à une autre unité. C'est le genre de truc, on aurait pu voir un bombardement. Bombardement, je sais pas si c'est héroïsme bombardement, je dis peut-être de la merde, mais pourquoi pas bombardement à la place de lancer de grenade? Peut-être que ça aurait été c'était aussi une carte Je suis d'accord sur bombardement. Parce que le lancer de grenade, c'est quand même souvent fait contre Vador jaune dans l'espace. Mais ça peut ne pas suffire s'il améliorait un peu ses jetons. Ou en tout cas, tu n'en gères que 2. Donc effectivement, je me serais attendu effectivement à voir un bombardement. Parce que là, pour le coup, bombardement, à 5 ressources, tu clean quasi instantanément l'intégralité du board spatial. Évidemment, ça a été mûrement réfléchi, etc. Nous, on voit la carte et on se dit, ah tiens, peut-être qu'on aurait fait ça. Évidemment que le lancer de grenade est certainement optimisé et à utiliser dans un certain cas, dans un certain match-up. Oui, notamment, le lancer de grenade permet de faire dégager un T1 avec Tarkington. Ouais, t'as raison. Mais bon, ça veut dire que t'as pas d'autres unités sur le board et que tu veux faire lancer de grenade directement. Bon, il est en side, hein, donc c'est à partir de la game 2, etc. Mais par contre, il est joué effectivement pour être utilisé très tôt face à Vador jaune. Ouais, et pour son coup... Vador jaune, c'est au début qu'il faut le calmer. Et donc, si tu le calmes tout de suite au T1, même au T2, ben, tu dégages tout de suite pas mal de trucs. Et tu le ferais instantanément. Donc après, tu sais que tu veux avoir un peu plus de temps ensuite pour faire arriver le Raider impitoyable ou tes Power of the Dark Side, etc. Très très juste. Et Sham, pour moi, c'est juste contre les decks qui rampent, même si j'ai pas eu l'impression que c'était une mécanique qu'on utilisait énormément. Mais contre la rampe, et puis ça permet, mine de rien, juste son body, un 5-4 pour 4, ça embête quand même un peu l'adversaire parce qu'il est obligé de le gérer très vite. Hein. Donc Sham, il met une patate dans la base adverse. Déjà, quand tu sais que tu as Kylo qui va arriver ensuite, tu souffres un petit peu. C'est sûr. C'est sûr.
Voilà, on a fait un peu le tour. Bon, la chute du rival, ouvrir le feu, des trucs vraiment en one shot, histoire Un d'avoir peu une plus de solution. gestion ou gérer le leader adverse s'il y a un leader trop fort. Non, mais je suis d'accord avec Okaya aussi. Des bombardements, c'est lent quand tu rentres pas, si t'as pas Mayfield, t'es mort. Non, mais lancer de grenade est clairement joué pour être joué plus tôt, etc. Bombardement, ça coûte 5 effectivement, donc c'est pour ça probablement que le lancer de grenade a été choisi à cette position-là. On est bien d'accord. On refait un petit tour de l'ensemble du deck, mais voilà, je pense qu'on a bien développé la technique et le développement de ce deck-là. Donc Witch of the Mist, je vous rappelle, hein, la 1-1, la 1-3 pardon, pour 1, avec force et dissimulé, donc voilà, qui donne le moyen de jouer Force Lightning, de jouer Force Throw assez facilement. Une série d'événements, d'améliorations pardon, qui coûte 1, Heroic Resolve, Hotshot Blaster, Infiltrator Skill, Site Holocron, Snapshot Reflex, c'est toutes les améliorations qu'on avait vues un peu plus tôt. Amiral Moti notamment qui rentre dans l'idée de faire le combo avec Kylo Ren pour le redresser. Il n'y a pas d'autres combos potentiels parce que tu t'en fous de redresser Caris et tu t'en fous de redresser Lompike, pardon. C'est vraiment dans l'idée de sortir Kylo Ren, de faire des dégâts grâce à Holocron Sith et ensuite de redresser à nouveau. Parce que clairement, il n'y a que 2 unités noires, enfin infamie dans ce deck. Il y a Caris et il y a Lompike. Évidemment, je compte pas Amiral Moti, il compte pas se redresser lui-même. Et Kylo Ren en tant que leader. Caris est une unité qui lui permet, avec Sacrifice Sage, d'avoir quand même une unité de tour 1 relativement puissante. 2-4 de toute façon, c'est très fort. Et puis Sacrifice Sage de 2 shieldés. Quoi qu'il arrive, tout ça, c'est des unités de tour 1 qui ont la force et donc qui génèrent Force Throw. Alors, tu le joues pas forcément au tour 1, d'ailleurs, ça peut arriver plus tard. Juste l'effet de swarm le board et d'avoir des unités fortes sur le board pour des coups faibles et qui permettent ensuite de jouer des Force Throw et des Force Lightning complètement et qui peuvent accueillir le sabre laser assemblé et le sabre laser déchu avec des effets complets et des effets beaucoup plus puissants que s'ils n'étaient pas force. La seule interrogation que j'ai dans le deck, c'est sur Lompike. Est-ce que quelle est la vraie raison pour laquelle ils l'ont mis? J'ai aussi un petit peu de mal, j'avoue, à comprendre la présence de l'Hompike, si ce n'est qu'il met un shield à une unité en attaque. Donc tu vas shielder ton unité force, par exemple, ou tu vas shielder ton unité qui est améliorée par un... Ouais, mais tu mets aussi un shield à une unité ennemie. Oui, quand tu le fais, notamment. Mais en tout cas, il y a quand même un petit peu cette gestion-là, enfin cet effet-là qui est un effet potentiel. Mais effectivement, ça a aussi un effet de smuggle. C'est aussi un smuggle, donc dans une... tu le disais tout à l'heure, le card advantage est hyper important et la smuggle est une très très bonne carte, est une très bonne solution contre la discard et contre le card advantage. Enfin, j'ai 3 cartes en main, je joue une carte de mes ressources, j'ai toujours 3 cartes en main. Voilà, c'est pas je joue une unité et j'ai perdu une carte de ma main, donc effectivement le côté smuggle est aussi intéressant. Je pense que c'est pour ça qu'elle rentre dans le deck. Ouais, très probablement. Et une carte aussi dont on n'a pas parlé, c'est pillage. Parce que voilà, la gestion de la main est très importante, et notamment quand l'adversaire il fait un force rose sur soi-même. Donc pour sortir une bonne carte à lui, en tout cas une carte qui peut lui permettre de tuer ton unité. On a vu pas mal de fois d'ailleurs Force Row avec Crate par exemple, ou avec Anakin, ou en tout cas des Force Row très très puissants où ça n'hésitait pas à sacrifier une excellente carte qu'on avait pour être sûr de tuer l'adversaire. Et ben, si tu te Force Row toi-même pour tuer l'adversaire et que juste après ou au tour d'après tu prends un pillage, là ça commence à être extrêmement compliqué. C'est 4 cartes en moins. Hein. C'est 4 cartes en moins, Ouais, donc effectivement, exactement. c'est très puissant. Donc je pense que Pillage, il rentre aussi de la même façon qu'il y a pas mal de petites unités à 1 pour décourager l'adversaire de faire un force row sur toi-même. Parce que moi, clairement, j'ai force row en main avec mon deck et en face, je suis sur Kylo. Bah, j'ai aucune envie de faire force row sur lui. Je sais que ça va l'intéresser en fait. Hein. Il va pas énormément en souffrir. Et en plus, ça va l'intéresser que je m'occupe moi-même de mettre ces améliorations dans la défausse. Donc ça, avec en plus pillage, voilà, pillage est effectivement en soi une très très bonne carte anti-force row. Tout à fait. Et dernière carte du deck que l'on n'a pas abordé tout à l'heure parce que je voulais vous en parler notamment avec Heroic Resolve quand on a commencé à parler d'Heroic Resolve, c'est Anakin Skywalker.
la carte Anakin Skywalker, qui est une carte extrêmement forte que l'on voit jouer dans énormément de decks, puisque bleu sans villainy, sans héroïsme, donc ça peut être joué dans tous les bleus. Et le One-Plate qui est monstrueux, qui est en fait quasiment l'équivalent du Luke Skywalker. Mais sauf que là, c'est même en 2 fois. Et donc l'idée de Heroic Resolve, c'est de pouvoir le discard avec l'effet de Kylo Ren si jamais tu l'as dans ta main, etc. Et donc ça te permet d'avoir le symbole héroïsme dans ta discard, associé donc au symbole infamie. Tu vas pouvoir faire les 2 One-Plate. Et vu que c'est en 2 fois, en plus, tu vas soit gérer 2 unités en faisant -3/-3 sur 2 unités différentes, soit tu vas en générer une en faisant -6/-6. Cette polyvalence aussi, elle est énorme. Et c'est pour ça que Heroic Resolve est dans le deck, à la fois pour être discard par lui-même, pour l'avoir dans la défausse, mais aussi parce que ça donne une amélioration qui a un bonus, ça donne une carte qui coûte que 1, donc face à un Force Row, je discard Heroic Resolve, t'es bien déçu. Bref. C'est une carte très complète, Heroic Resolve, au final, dans le deck, qui vient booster le jeu de Anakin Skywalker. Tout ça fonctionne très très bien ensemble. On a encore une carte à laquelle on n'a pas, pour laquelle on n'a pas vraiment discuté, c'est Perilous Position. Mais vous comprenez très bien que Perilous Position, c'est une excellente carte. Pour moi, c'est un anti-leader. Hein. Voilà. Ou un anti-létal, selon le moment. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Hein, c'est en gros, parce qu'on a vu pas mal de parties qui étaient très serrées, ça se jouait quasiment au dégâts près sur la base. Voilà, ça permet de temporiser un petit peu. Et déjà, ça permet d'enlever les 2 shields. Il y en a quand même pas mal des 2 shields. Donc c'est utile à ce niveau-là. Oui, notamment Secretive Stage aussi, d'ailleurs, qui est une excellente carte de tour 1. Donc voilà. Voilà un petit peu notre analyse, notre deck tech de Kylo Ren Tarkington. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à rajouter pour l'instant. En tout cas, c'est notre analyse à nous, hein, c'est notre manière de voir le deck que les Botan Network ont construit. Et probablement d'ailleurs qu'on rate des choses, probablement qu'on n'a pas dit certaines choses qui avaient l'air intéressantes, qui sont pertinentes. Mais bon, voilà, c'est notre manière de voir ce deck et de l'analyser et de comprendre toutes ses forces et faiblesses. Je sais pas si on a fait complètement le tour, mais je pense qu'on a une bonne idée de la magie qu'ont proposé les Botan Network avec ce Kylo Ren Tarkington. Franchement, gros GG à eux, ils ont été très présents dans le top 64. Jouer la surprise, hein, c'était vraiment hyper intéressant. Donc moi je vous propose d'aller voir, donc encore une fois je vous mets dans la description, normalement je vais aller le chercher, je vais prendre le temps de faire ça pour vous donner un peu les timecodes sur les vidéos du Galactic Championship pour que vous puissiez voir les games avec Kylo Ren Tarkington, parce que vraiment en plus il le joue extrêmement bien, il y a des games incroyables avec, donc voilà, franchement je vous invite à regarder ça. Et Tom dit dans le chat, il n'a pas joué le deck là, mais il demande s'il ne peut pas se faire arracher par le contrôle. Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de swarm sur les premiers tours pour juste grappiller quelques dégâts qui sont difficiles à éviter pour vraiment le contrôle. Il peut swarm avec beaucoup de petites unités. Effectivement, tu ne vas pas forcément jouer des unités améliorées dès le tour 3 ou dès le tour 2 ou 3 contre un contrôle, ce sera trop risqué. Mais tu vas pouvoir swarm le board, mettre quelques dégâts, et après, la game va forcément s'éterniser. Et plus la game s'éternise, alors oui, plus ça peut être intéressant pour un contrôle, mais plus ce sera bon pour Kylo. Si face à un contrôle, tu lui mets, mettons, une dizaine de dégâts, et qu'après l'autre, il veut s'amuser à aller à 10, 11 ou 12 de ressources, c'est très intéressant pour Kylo, parce que là, pour le coup, tu veux la one-shot. Hein. Ah ouais. Non, j'ai l'impression... Avec réflexe instantané, même tout contrôle qu'il ait avec les Rival's Fall, avec ce que tu veux, il ne pourra rien faire. Hein. Donc non, les gros contrôles, ils sont tapés par Kylo. Il est vraiment complet, ce deck, parce qu'il est capable d'être agressif, dans le sens où tu vas faire quelques dégâts par-ci par-là, évidemment, et puis déjà autour à 7 ressources, il y a une grosse menace qui plane. Il a ce côté contrôle avec Perilous Position, avec Anakin Skywalker, avec le côté Mix Mayfield qui met des dégâts en discard avec Kylo Ren, etc. Le Force Row, le Force Lightning. Donc il y a le Power of the Dark Side, évidemment. Donc il y a aussi cette partie un peu gestion du board. Et ce combo, de toute façon, voilà, je le redis, mais ce combo Kylo Ren, sorti de Kylo Ren, qui est un one-shot potentiel de la base, il peut vraiment jouer un peu de toutes les manières possibles. Et c'est
C'est redoutable. Franchement, c'est redoutable et bravo d'avoir trouvé cette technique-là. On connaît déjà un petit peu Kylo Ren, encore une fois. On avait vu ECL, on avait vu avec Datavol. Donc, on savait déjà un peu toutes ces orientations et ces possibilités-là. Mais là, le côté Tarkinton, on l'avait pas forcément vu venir et ils ont trouvé quelque chose d'extrêmement solide. En tout cas, dans le cadre des Galactiques. Je sais pas si vous prenez cette liste-là, vous allez à votre showdown de votre côté ou à un PQ. Je suis pas sûr que vous soyez capable de le mener à bien, hein, et enfin de le piloter correctement et donc de faire des performances aussi importantes que celles qu'ils ont fait au Galactique. Probablement qu'à partir de maintenant, de toute façon, les plus gros joueurs du monde vont se dire ok, Kylo Ren Tarkinton, comment on le contre? Parce que bordel, il a mis à mal quand même pas mal de monde. Et même si Talzin s'en sort vainqueur au championnat du monde, on a vu que Talzin n'était pas si évidente à piloter, hein. Un jour 1 catastrophique pour Talzin, un jour 2 vraiment compliqué pour Talzin, même si au final les meilleurs joueurs du monde ont réussi à aller jusqu'à la victoire d'ailleurs avec Béton, mais vraiment des difficultés pour Talzin de performer, je trouve. Et contre Mertalzin, bah, c'était hyper serré même avec Kylo Ren Tarkinton. Donc, Ouais, là, ça se joue vraiment un ou deux dégâts. Je veux dire, ouais. il y a la finale ou même les demi-finales n'ont pas du tout permis de dire un deck est meilleur que l'autre, hein. Ouais. Donc, Voilà. On a fait le tour, je pense. alors, en revanche, Helm dit quelque chose d'intéressant. Il dit que le deck sera extrêmement solide tant qu'on ne pourra pas ban la défausse. Ben, justement, on a vu quand même que Il y avait déjà un contre à Kylo Ren qui s'est. il y a, il y a- il y a- Les il y a joueurs une s'étaient carte qui déjà permet de faire adaptés. ça. Ouais. Il y a une Alors, carte qui permet de faire ça. On ça voit ne d'ailleurs banne que pas la défausse, mais ouais. ça Vas-y. banne pas la Pardon. enfin, en tout cas, alors peut-être tu peux aller sur le site pour retrouver la carte. Mais en tout cas, c'est la carte que maintenant, de la même façon que tout le monde mettait forcément un Rival's Fall ou mettait aussi un Confiscate dans sa défausse pour contrer les améliorations, notamment autour des pilotes quand ils sont arrivés. Et ben, je pense que maintenant, un peu tout le monde en tournoi va mettre la carte dont on parle, là, l'unité qui permet, une fois joué, de mélanger toute la défausse de l'adversaire et de la mettre en dessous de son deck. Euh, du coup, c'est une carte qui n'était pas du tout jouée, mais qui, dans Kylo, est complètement redoutable. Bah, parce que tu peux, à 6 ressources, tu mets une petite unité qui coûte 2, et puis tu lui enlèves toute sa défausse, donc il ne peut plus du tout se déployer. Euh, c'est une très bonne carte comme ça. Ouais, c'est parlementaire lésé, j'ai retrouvé, hop, je vous montre ça, parlementaire lésé, c'est une 2-2, mais on s'en fout en fait de ses stats, c'est vraiment Oui, l'effet ça, une fois joué qui est important, choisissez un adversaire, il mélange sa défausse et la place sous son deck, donc clairement un contre évident à Kylo Ren, si effectivement à partir de 7, 8, 9 ressources, tu vois que ça commence à être létal, hop, tu mets le parlementaire lésé, là ça rebat toutes les cartes, ça remet même à 0, et probablement que tu prends un très très gros avantage contre Kylo Ren à partir du moment où tu as sorti cette carte. Voilà. Oui, maintenant c'est un side nécessaire à chaque fois que tu vas aller en tournoi parce que même si les Kylo Tarkinton ne seront jamais aussi forts que quand ils sont pilotés par les meilleurs joueurs du monde, évidemment, mais il y en a plein, à commencer probablement par nous-mêmes sur Karabakh. Tout le monde va essayer de jouer un petit peu avec, quand même, hein. Et donc il y aura d'autres personnes qui font des propositions de Kylo Tarkinton sur les prochains PQ. Et donc le parlementaire lésé va rentrer maintenant dans tous les sides. Oui, il y a aussi Tout ça au bon moment, c'est fini pour Kylo. Ouais. Évidemment, il y a d'autres cartes qui fonctionnent bien contre Kylo Ren quelque part. C'est le Lighter Sprite de Kit Fisto, qui une fois joué, vous pouvez éliminer n'importe quel nombre d'améliorations d'une unité. Donc là, forcément, contre Kylo Ren, c'est fort. Le problème de ces cartes, et le problème aussi de l'autre carte qui est Bamboozle, je vais vous la remontrer juste après, Bamboozle quand même, pour qu'on en prenne bien conscience. Le problème de ces cartes-là, c'est que Kylo Ren est déjà sorti, s'est mis des améliorations, a potentiellement déjà attaqué, donc t'as peut-être déjà mis 16 bouches, a peut-être déjà fini la partie. Donc ça peut être une carte qui arrive trop tard. C'est fort, mais c'est une carte qui arrive trop tard. Ce qu'il y a de bien avec Lighter Sprite de Kit Fisto, pour le coup, c'est la limite... Enfin, c'est... Tu élimines toutes les améliorations d'une unité. Donc là, pour le coup, Kylo Ren qui va se mettre 5-6 améliorations parfois sur la tête, tu élimines toutes les améliorations sans restriction. Et ça, c'est fort. Le Bamboozle maintenant, je vais vous le retrouver. Embrouille en français. Hop.
C'est une carte qui te permet, que tu peux jouer gratuitement d'ailleurs, si tu défausses une autre carte qui est ruse de ta main, tu vas pouvoir éviter de payer le coup. Donc tu peux même le jouer si t'es en infamie, tu peux même jouer en bruit. Incliner une unité et renvoyer chaque amélioration sur elle dans la main de son propriétaire. Le problème, c'est que tu les renvoies dans sa main. Donc c'est des améliorations qui vont potentiellement pouvoir être rejouées, donc ça ne fait que temporiser un peu, voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça anéantit complètement Kylo Ren. Si t'as mis 3, 4, 5 améliorations sur Kylo Ren et que embrouille, tu les enlèves toutes, bon, bah, tu vas pas passer 5 tours à les rejouer, et puis de toute façon, t'as déjà utilisé tes ressources pour jouer sur Kylo Ren, bref. Donc embrouille est une des solutions potentielles. Quand même. Il y a des solutions qui existent déjà face à Kylo Ren, mais encore une fois, ça arrive un peu après, donc voilà. Toutes les anti-améliorations vont forcément être intéressantes contre lui. Mais l'idée, c'est qu'il attaque une seule fois. Hein. C'est pas qu'il a besoin de rester 3 tours sur le board à faire des coups de 8 successivement. C'est pas ça l'idée de Kylo. En tout cas, pas dans la version Tarkington. Non, de toute façon, dans à peu près toutes les versions, son idée, c'est quand même de mettre Snapshot Reflex et de pouvoir attaquer immédiatement. Mais, c'est ça. Mais oui, tu as raison. L'objectif, s'il n'y a pas de Snapshot Reflex, effectivement, là, tout de suite, Kid Fisto, Ether Sprite et Bamboozle deviennent beaucoup plus forts. Mais j'ai l'impression que dans toutes les listes, il va falloir mettre Snapshot Reflex. C'est tellement fort d'avoir ce potentiel de one-shot. C'est que s'il n'y a pas Snapshot, c'est soit que l'autre a un mauvais build, soit qu'il n'a pas de chance au tirage. Ouais, c'est pas forcément un mauvais build, parce que si tu mets pas... Non, mais ouais, enfin, je module un petit peu parce que... Enfin, je modère un petit peu ce qu'on est en train de dire. Snapshot Reflex n'est pas forcément obligatoire. C'est quelque chose qui va pouvoir rendre ton Kylo Ren capable potentiellement de one-shot, mais rappelez-vous, ça coûte quand même 3, donc c'est pas négligeable. Et en fait, parfois, jouer Kylo Ren pour cette ressource, même sans Snapshot Reflex, ça peut devenir hyper fort. L'adversaire n'a peut-être pas la solution. Tu vas déployer Kylo Ren, mettre tous tes trucs au moment où l'adversaire ne peut plus rien faire pendant ce tour, et tu vas mettre une baffe qui va potentiellement one-shot, même si c'est pas dans l'immédiat. Donc, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais par contre, il va falloir jouer autour du fait de déployer son Kylo Ren au moment où l'autre ne peut plus rien faire, etc. T'as raison, mais là, dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu joues aussi sur le fait que tu sois sentinelle, donc que tu vas bloquer l'adversaire. Et dans ces cas-là, c'est quand même assez... C'est-à-dire que t'as déjà un peu de board parce que t'as déjà pas mal attaqué et t'as déjà un peu bloqué l'adversaire. Et donc, tu pourras à ce moment-là peut-être te permettre de mettre un Kylo pas complètement optimisé, mais qui va pouvoir remettre quand même, dans tous les cas, une très grosse patate. Et après, tu auras un board qui deviendra définitif sur lequel l'adversaire pourra plus revenir. Ouais, mais bon, ça veut dire que tu as déjà gagné le début de la partie et qu'en plus, l'adversaire ne joue pas du tout contrôle. Hein, c'est-à-dire qu'il a à ce moment-là... Parce qu'évidemment, Rival's Fall, ça le dégage. Hein, donc voilà, c'est quand même contre des match-ups assez particuliers où tu vas pouvoir faire ça. Oui. Je voudrais qu'on clôture là parce que ça fait déjà 1h30 de vidéo, donc je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses de toute façon qu'on pourrait dire. Et moi, je vous propose que l'on débatte de tout ça les lives suivants. Si vous êtes sur YouTube et que vous avez regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi dans les commentaires. Hein, là, on est en direct sur Twitch et sur YouTube, donc on a le chat qui interagit avec nous. D'ailleurs, vous nous voyez un peu répondre. Si jamais vous êtes sur la team YouTube, la team Rediff, la rediff du live ou cette vidéo, parce que j'en fais une vidéo à part entière, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire vos avis, s'il y a des choses qu'on a ratées, s'il y a des choses qu'on a mal dites, voilà. Franchement, n'hésitez pas à interagir avec nous. Sur Twitch, je vois que sur Twitch, il y en a qui disent déjà bonne fin d'après-midi. Je reste en live, attention, je vais juste cut pour la vidéo YouTube, d'accord? Je cut là pour la vidéo YouTube, je vous fais des bisous. À la prochaine, merci encore Guillaume de faire ça avec moi. Des bisous sur YouTube. Ciao, ciao.